Salut Céline, merci d'avoir accepté l'invitation déjà pour venir parler de ce que tu fais. Salut, bah écoute, avec plaisir. Et donc t'es chef de studio au studio Faust. Donc Tout à fait. Faust, il y avait Jérémy Macedo qui en avait parlé un petit peu en disant qu'il avait travaillé pour justement la série The Boys animée. Donc voilà, Mm. ça fait que le nom est déjà apparu un petit peu et puis moi je le connais pour le reste quoi. Et est-ce que tu pourrais peut-être raconter un petit peu justement ton parcours déjà, comment est-ce que tu en es arrivé à faire, à avoir le poste que tu as maintenant? Parce que c'est quelque chose d'assez particulier, vu que là, c'est pas directement animé, etc. C'est de la gestion, de l'organisation et tout. Donc comment est-ce que ça marche pour arriver là-dedans en termes de parcours vraiment, même scolaire ou quoi? Eh ben, c'était pas ça que j'avais décidé à la base, mais la Ouais, vie m'a emmené jusque-là. Non, moi, en fait, à la base, quand j'étais ado, je rêvais de faire des environnements dans le jeu vidéo. mhm, Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'animation et plutôt animation 3D du coup. Et je jouais aussi beaucoup aux jeux vidéo et voilà. Et j'ai découvert du coup l'école Supinfocom. À l'époque, ça s'appelait ouais. Supinfocom. Maintenant, c'est Rubica à Valenciennes. Bien que j'ai entendu qu'ils allaient reprendre le nom Supinfocom bientôt. Ah ouais, je savais pas. Ouais, apparemment, j'ai cru voir ça passer. Donc voilà, donc j'ai découvert cette école-là, j'ai postulé, j'y suis rentrée juste après mon bac. Et je fais un bac classique, un bac S, spé Mhm, maths, rien à voir avec là. Et donc je suis rentrée sur Infocom, c'est une école en 5 ans à Valenciennes, donc où on nous apprend à réaliser et fabriquer un film d'animation 3D du scénario jusqu'à la fin. Donc c'est pas juste le logiciel 3D, on a aussi des cours de scénario, de storyboard, de montage sonore aussi. ouais. Et pendant ce cursus, en quatrième année, on avait un petit film d'une minute à sortir de manière individuelle. Et on a eu des cours de gestion de prod en fait pendant cette année-là, pas tant pour nous parler du métier, mais plutôt pour qu'on ait deux trois clés pour se faire un Mhm, mini planning et savoir comment bien nommer ses fichiers et que ce soit pas le bordel en gros sur les ouais. serveurs. Mais moi, du coup, ça m'a ouvert un monde. J'étais déjà un peu en doute sur. Enfin, je savais que le milieu de l'animation vraiment me passionnait, ça, j'avais aucun doute. J'avais eu l'occasion de faire un stage l'année précédente dans un studio qui n'existe plus, qui s'appelait Forêt Bleue VFX. Mhm. Et enfin voilà, ça m'avait conforté sur le fait que le secteur m'intéressait beaucoup, mais sentais bien aussi que pour s'en sortir, il fallait être dans les meilleurs, quoi. Mhm. À l'époque, il n'y avait pas autant de jobs dans l'animation qu'il y en a maintenant. Et moi, j'étais plutôt dans la moyenne, on va dire, à Chiffon comme c'était pas la cata, mais j'étais pas non plus la référence, quoi. Et du coup, quand on m'a parlé de ces métiers de la gestion de prod, là, ça a été un vrai coup de cœur pour moi parce que ça, à la fois, ça me permettait d'utiliser des compétences que j'ai dans ma personnalité d'organisation, de aimer un peu gérer les choses et tout ça, Ouais. mais de rester dans l'animation. Donc j'ai fini mes études à Sciences Po quand même, histoire d'avoir mon diplôme, que mes parents Au cas soient où. fiers de moi, tout ça, Voilà. voilà, on sait jamais. Et en parallèle de la fin de mon film de fin d'études, j'ai passé le concours pour les Gobelins, j'imagine les gens qui écoutent ta chaîne connaissent bien Mhm. la formation des Gobelins pour la partie Ouais. animatrice, mais en fait dans le département cinéma d'animation de cette formation, il y a aussi une formation de prod qui est une licence de gestion de production audiovisuelle, LVPA, Mhm. qui est en partenariat avec une université, l'université de Marne-la-Vallée. Ça Et d'ailleurs, c'est en je un l'ai an. appris que récemment, ça, parce que de ce que je vois dans ton LinkedIn, c'était en 2013-2014, ça. Mm, Et moi, mm. je pensais que c'était plus récent que ça, parce que j'en ai entendu parler vraiment il n'y a Plus pas longtemps. Je me récemment. suis dit, ça a peut-être 5 ans max ou quoi. En fait, non, c'est Ah plus non. vieux que ça. Mm. Cette licence, elle existe depuis un bout de temps et 80% des gens du secteur viennent de là-bas. Ça fait Ah oui, je veux dire, moi, mon patron vient de là-bas, ma N plus 1 vient de là-bas. Je connais des gens de Netflix qui font là-bas, qui viennent de ok. là-bas. Non, non, en fait, il y a un beau paquet de gens de la prod de l'animation qui viennent de cette formation-là. En fait, en vrai, c'est la seule formation C'est ce prod que j'allais de demander l'animation justement. qui existe. Mm. Il y en a une deuxième qui existe à IIM, mais qui est vraiment très axée à animation 3D plutôt, 3D Ouais. VFX. C'est un peu moins généraliste, on va dire, et c'est intégré au cursus, si j'ai bien compris, ils ont 5 ans d'études, et en fait, c'est sur la dernière année d'études où ils peuvent faire une spécialité gestion de prod.
D'accord. qui au demeurant a l'air très bien. Enfin, en tout cas, j'ai bossé avec des gens sortis de là-bas, ils étaient super. Mhm. Mais ouais, il y a pas beaucoup de formations prod dans l'anime qui existent. C'est plutôt des choses assez généralistes, BTS gestion de prod ou ce genre de choses qui ouvrent plutôt au cinéma, enfin à l'audiovisuel au sens un peu plus large. Mais l'animation, comme Ouais. c'est un domaine un peu spécifique, c'est vrai que quand on recrute en prod, on aime bien avoir des gens qui ont un peu déjà la sensibilité de l'animation et de c'est quoi manager des gens de Ouais. l'anime en fait. Et donc voilà, donc cette formation, elle a l'avantage d'être en un an, donc c'est pas très long. Et quand on a déjà fait 5 ans d'études, c'est bien, un an. On n'a pas envie d'en faire plus. Puis il y a une question financière aussi au milieu de tout ça quand même. C'est en alternance. Donc ça aussi c'est bien pour la question financière notamment. Enfin voilà, c'était super. Après la seule chose que j'ai regretté sur cette formation, c'est que je l'ai trouvée quand même très axée production déléguée, c'est-à-dire comment tu finances un film, une série et tout ça. Ouais. Et c'est un truc que je répète un peu dans les différentes prises de parole que je fais, mais que j'aurais aimé qu'on nous donne plus de cours liés à la gestion d'équipe, au management, Donc parce le qu'au côté final, c'est... exécutif plutôt que délégué, c'est ça le Ouais, terme, je bah crois. ouais, exactement. Ouais, la production déléguée, c'est vraiment financer un film, une série en France, qui est un métier à part entière. Mhm. Mais en fait, quand on sort de ces licences-là, la plupart des gens ne trouveront pas un boulot de... Enfin, d'ailleurs, on trouve pas un boulot de producteur délégué. Généralement, c'est soi-même, on va monter sa boîte ou ce genre de choses. Mais les postes en prod qu'il va y avoir, c'est vraiment de la gestion d'équipe, gestion de fichiers, gestion de planning. Donc bon, voilà, j'aurais aimé qu'on ait un petit peu plus de clés, enfin avoir plus de clés là-dessus parce que on s'en sort, hein, mais on apprend sur le tas et puis il y a des Ouais. choses, des écueils dans lesquels on aurait pu ne pas tomber si on avait été mieux formé sur ces points. Et donc voilà, donc après j'ai fait mon petit bonhomme de chemin en prod, j'ai commencé chez Cube, j'ai continué en publicité plutôt, et après je suis arrivée chez Folivari en directrice de prod sur le film Pachamama. Ouais. Et puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin chez Folivari. C'est comme ça que j'ai mis un peu les pieds dans la partie 2D plutôt. Et donc du coup dans les board members, donc les associés de Folivari, il y a Thibaut Ruby et Damien Brunner. Et en fait ils ont décidé en 2017, quelques années après Folivari, de monter Fust. Ouais. Et du coup Donc Fust, ça, c'est pas une seule ouais, entité divisée c'est en deux du coup. C'est... non, c'est vraiment deux sociétés complètement séparées avec Ok. pour point commun d'avoir les mêmes patrons. Donc évidemment qu'on bosse tous main dans la main, on est dans Mhm. les mêmes locaux, voilà, mais juridiquement parlant, c'est deux sociétés complètement séparées. Et Folivari, leur travail, c'est vraiment produire des films, donc la partie plus financement Ouais. et mise en place globale, enfin, c'est-à-dire définir justement quels seront les studios qui fabriqueront leurs projets et tout ça. Et Fost, nous, on est vraiment un studio Presta parmi tant d'autres. On fabrique tous les projets, enfin, on est sur tous les projets de Folivari, évidemment, mais on a aussi d'autres projets sur lesquels Folivari n'est pas spécialement impliqué. Et voilà, mais studio Presta, quoi. C'est vraiment, on a Ouais. un client, un producteur qui vient nous voir, qui demande de fabriquer quelque chose, on leur livre, les images ne nous appartiennent pas, c'est vraiment une relation euh, Prestataire quoi. prestataire, quoi, Il y a pas trop d'autres prestataire-client, mots voilà. pour expliquer le Non, truc. c'est Ouais. ça. Et voilà, et du coup, j'ai rejoint cette aventure-là il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant. J'étais directrice de prod sur Ernest et Célestine saison 2 et Sam Sam saison 3 et Thibaut m'a proposé de prendre ce poste qui était une création de poste. Mhm. La société grossissant avec le temps, Christelle Marieno qui est donc du coup ma boss, ma N+1, ne pouvait plus tout gérer toute seule. Il y avait une antenne qui ouvrait en même temps à Angoulême l'année dernière parce que du coup on a des locaux First à Angoulême depuis un an. Et donc du coup en fait Thibaut a souhaité créer deux postes de chef de studio, le mien pour le pôle de Paris, celui de Sabine Itier pour celui de Angoulême. Mhm. Et voilà, la grande famille de First de 4 personnes permanentes, Ouais. mais plein d'intermittents autour de nous. Et juste pour le terme N+1, je comprends que c'est la personne qui était là donc avant et qui est Oh, N au-dessus, quoi, on plus va 1, dire, c'est un dans... raccourci Ouais, de hiérarchique. En fait, tu sais, c'est en gros, c'est la personne, en gros, N+1, c'est ta boss, N+2, c'est le boss de ton ok. boss, tu vois, et ainsi de J'ai suite. toujours entendu ça en compta, mais pas en dehors, donc c'est pour ça. Ouais, enfin, c'est pas très spécialement utilisé dans nos secteurs Ok, parce que la notion hiérarchique, même si elle est très respectée dans nos secteurs, elle est quand même moins formelle que dans plein d'autres. ouais, C'est une façon plus rapide que de dire ma boss ou mon chef ou c'est la même ok, chose en fait. ouais.
Et avant de parler du côté direction, enfin ta partie chef studio, comment ça s'est passé sur le côté direction de production? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Parce qu'il y a déjà eu des gens qui supervisaient de l'anime qui sont venus en parler, mais le côté Mhm. vraiment chargé de production, en direction de production, je sais pas d'ailleurs si c'est pareil C'est ou pas si tout c'est à fait la différent. même chose. Ouais. Enfin, ça, il y a des petites nuances, mais c'est dans le même Donc esprit. voilà, parler un petit peu de ce truc-là, ce Alors que c'est quoi. en production, donc je parle pas en effet. En fait, en production, il y a un peu deux branches. Il y a la branche financière et la branche gestion d'équipe studio. Mhm. Donc là, on parle de celle-ci, la branche gestion d'équipe studio. Il y a différents intitulés de postes que les gens vont entendre. Il y a assistant de prod, chargé de prod, dir prod, direction des productions, chef de studio, direction studio. On va dire grosso modo, c'est un petit peu ça les postes qui gravitent. Assistant chargé, dire de prod, c'est des postes qui sont vraiment attribués à un projet bien spécifique. C'est bien souvent des intermittents eux aussi. Ok. Euh, et vraiment qu'on embauche pour un projet bien particulier. Bon, ils peuvent éventuellement être sur deux projets s'il faut, mais ils sont pas embauchés à l'échelle de la société, quoi. Quand le projet est fini, il est fini, ils rentrent chez eux, comme tous les intermittents, quoi. Après, assistant chargé dire prod, du coup, bah, il y a une notion hiérarchique et puis d'expérience aussi. On commence assistant, au bout de quelques années, on passe chargé de prod et ainsi de Ouais. suite. Et puis après, dire prod. Les missions, évidemment, varient un petit peu. Alors, là où c'est peut-être le plus flou, c'est enfin, aux yeux des équipes, souvent, c'est entre chargé et dire prod. Parce que vous pouvez avoir des projets où il y a un dire prod et un chargé. Bon, bah, du coup, le dire prod, généralement, il est plus sur l'interface avec le client, un peu tous les sujets Mhm. sensibles, le budget, ça va quasiment toujours être le dire prod. Et puis le chargé de prod va l'accompagner, on va lui déléguer des tâches, on va peut-être lui donner la partie plus planning des équipes ou ce genre de choses. Après, vous pouvez très bien aussi trouver des projets où il y a que un chargé de prod et dans ce cas-là, il a un petit peu tout à Ouais. gérer. Mais généralement, c'est des plus petits projets dans ce cas. C'est ça, ça dépend de l'échelle, et plus il y a une grande échelle, plus il y a des petites branches, et des choses qui vont se diviser pour être Ouais. vraiment spécialisé à fond, quoi. Et la direction de prod, il y a aussi la petite subtilité quand même, c'est que s'il y a, enfin, on a le droit de signer des choses, on a le droit de signer des contrats, on a le droit de, enfin, ce qui n'est pas le cas en fait en assistant ou chargé de prod. Donc là, Ok. il y a notre nom qui est engagé en fait sur ce qu'on signe et ce qu'on fait. Et s'il y a des choses qu'on fait pas bien et qu'il y a des procès, des trucs comme ça, Hmm. on est imputable quoi. Enfin, on est juridiquement imputable. Alors qu'en Ok. chargé de prod, on craint rien. Même si on fait une grosse erreur, a priori, il y a des gens qui sont censés veiller à ce qu'on n'en fasse pas et c'est eux qui prennent quoi. Donc Donc ça c'est le n'arrive côté même pas. Je n'ai jamais responsabilité. vu ça, hein, mais Ouais. bon, il y a une responsabilité un petit peu plus. Tu fais un petit peu plus attention à dire à ce que tu fais quand même quand tu Ouais. signes quelque chose. Et donc toi, t'as Donc surtout été du coup chargée de production ou plutôt directrice de production? Les deux? j'ai fait tout. J'ai commencé bah, pendant mon alternance pendant la LGPA. Là, j'étais vraiment assistante de prod. C'était vraiment des tâches basiques, sans responsabilité majeure, comme vérifier que tu as bien reçu tous les fichiers, qu'il n'y a pas une image corrompue dans le tas, Mhm. sinon faut la redemander. Enfin, tu vois, des petites choses comme ça. Installer le poste de travail de telle ou telle personne qui démarre ce jour-là, l'accueillir le matin. Donc bah, c'est de cet ordre-là. Je suis assez vite passée chargée de prod. Enfin, en tout cas, on m'a assez vite confié des projets pas très gros, mais où j'étais un peu toute seule à le gérer, avec évidemment tout le temps quelqu'un à qui référer, enfin à qui poser mes Mhm. questions si jamais. J'étais quand même en train d'apprendre sur plein de choses, Ouais. mais euh, mais un- mais ouais, avec quand même une notion du sans filet, quoi. Enfin, genre, vas-y, maintenant, faut y aller, quoi. C'est le vrai truc et on va voir, quoi. Ouais. C'est ça. J'ai bien appris sur le tas beaucoup de choses. Ouais. Euh, et puis après, bah, la transition chargée de prod, dire prod, je l'ai faite sur Pachamama, où à la base, j'ai été recrutée en tant que chargée de prod. C'était Thibaut, donc mon patron, en fait, qui est un ancien dire prod et qui lui était producteur exécutif chez Folivari. Là maintenant, il commence à faire aussi un peu de production déléguée. Mais c'est lui, du coup, à l'époque, qui faisait la direction de prod de Pachamama. Et en fait, l'entreprise était en train de beaucoup grossir. Il en avait une deuxième à Bordeaux en même temps. Enfin, ça commençait à faire too much. Ouais. Donc, bon, il voyait que ça faisait quelques temps déjà que j'étais là, que je me débrouillais. Il a fait, bon, bah, tiens, si t'as besoin, je suis là. Mais là, j'ai besoin, il faut que je délègue. Et voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai pris des tâches de direction de prod sur Pachamama et puis que j'ai continué comme ça. Ok. Parce que donc Voilà. la partie chargée, direction de prod, etc., c'est un truc très
social finalement, où tu vas aller tout le temps être en contact avec les gens, faire les liens entre telle équipe et tout ça. Ça, c'est un truc qui Ouais, t'intéressait depuis le début, j'imagine, pour avoir ouais. envie de faire ça. Ouais. Clairement, bah moi c'est un peu ça qui m'anime dans le métier qu'on fait. Et d'ailleurs c'est un des premiers trucs que j'ai dit à la fin de mon alternance quand j'ai dû faire un point avec l'école. C'est que j'avais eu une alternance très intéressante. C'était chez Méthode Animation. Et Mhm. Méthode Animation, il y a rien qui est fabriqué chez eux. À l'époque, ils travaillaient beaucoup avec DQ Entertainment qui est en Inde. Et donc en fait, la pré-prod était à Paris, mais toute la fab était en Inde et un petit peu au Luxembourg. Et du coup, à Paris, on était une petite dizaine, on va dire. Et en fait, je manquais de cette effervescence que j'avais pu connaître à Supinfocom des graphistes 3D, en fait, d'être Mhm. immergé au sein d'une équipe qui fabrique de l'animation. C'était, enfin vraiment, ça me transcendait, quoi. Enfin, j'étais passionnée par ça. J'ai pas d'autres mots. Et donc du coup, ça m'a vraiment manqué sur cette alternance-là. Et du coup, quand je suis arrivée chez Cube, justement, alors là, j'étais aux anges parce que c'est que ça chez Cube. Pour le coup, c'est vraiment leur spécialité de tout fabriquer du début à la fin. Et là, j'étais sur un projet pour les parcs d'attractions Walibi. Mhm. On avait un film de 8 minutes à faire pour une nouvelle attraction en 4D et tout ça. Et du coup, là, il y avait vraiment tout qui était de la pré-prod jusqu'à la livraison, même réfléchir à quel moment tu mets du vent, de l'eau dans la tronche des gens, à quel moment ils Ouais. bougent et machin. Tout ça, même ça, c'était nous qui l'avions réfléchi. Enfin, nous, les réals, hein, c'est pas moi. Rémi Sapoto et Tristan Michel. C'est eux qui l'avaient réfléchi. On était même allé dans le parc avant la réouverture des parcs pour tester l'installation et faire les derniers réglages et tout. Enfin voilà, c'était une expérience géniale. J'ai adoré cette expérience-là. Et du coup, après, j'ai essayé de vraiment orienter mes recherches de taf avec des équipes, quoi. J'avais besoin d'être dans des studios où il y avait les équipes sur place. Et du coup, quand je suis arrivée chez Folivari, d'ailleurs, ça a été un sujet. J'ai eu en fait, j'étais en discussion avec Folivari d'un côté et Supamonks de l'autre. Mhm. Et bon, il se trouve que le projet de Supamonks se tardait à démarrer. Folivari m'a donné une réponse beaucoup plus tôt, donc et et je connaissais pas du tout le studio. En plus, je me rendais même pas compte de la chance que j'avais d'avoir une proposition dans ce Ouais. studio-là. Et justement, c'est Julien Bagnol de Supamonks avec qui il était en contact qui m'a dit non mais vas-y et je lui avais dit que j'hésitais notamment parce qu'en fait les choses n'étaient pas enfin le projet sur lequel j'allais être n'était pas fabriqué en interne, c'était un projet les décors étaient faits au Luxembourg et la fabrication était chez Blue Spirit, donc à Angoulême et à Montréal. Et puis c'était même pas notre studio à nous, du coup c'était un studio prestataire. Ouais. Et j'avais peur en fait de revivre ce truc à méthode animation du manque d'effervescence d'équipe. Bon, j'ai pas eu besoin de ce manque d'effervescence-là. J'avais tout ce qu'il fallait pour travailler. Là, j'avais Ouais. vraiment pas de quoi m'ennuyer. C'était quand même là aussi où on voit la différence entre assistant de prod et dire prod. En fait, assistant de prod, on est toujours dans une position d'attente qu'on nous qu'on nous confie quelque chose, même si on essaye d'être proactif. Je veux dire, on n'a pas toutes les clés du projet. Alors qu'en direction de prod, justement, c'est un peu l'inverse. On a trop de choses dans la tête, on a besoin de les poser, de les déléguer. Et puis, il faut dire aussi que j'avais vraiment une super équipe côté Folivari avec moi sur ce film-là. J'ai rencontré notamment deux personnes très chères à mon cœur avec qui je suis devenue amie derrière. C'était la directrice artistique Aurélie et Jeanne Sylvette, la directrice d'anime. Et donc voilà, donc en fait, le fait que ce soit pas fabriqué chez nous, ça n'a pas du tout été un, quelque chose qui me manquait. Ouais. Et en plus, j'étais immergée dans un studio qui globalement quand même fabriquait beaucoup de choses en interne. Donc même si c'était pas pour ma prod en elle-même, il y avait quand même cette effervescence autour de nous. Et puis du coup, ça m'a permis aussi de mettre un pied dans la 2D parce que jusqu'alors, je connaissais rien à la 2D hormis les quelques trucs que j'avais pu voir au Gobelin parce que bah on allait voir les dernières Mhm. années et qu'on parlait et puis qu'en plus dans notre formation Gobelin, on a le suivi des films de fin d'études Gobelin à faire. Ah oui. Comme un chargé de prod, en fait, il Mhm. attribue deux personnes de LGPA sur chacun des films de fin d'études des Gobelins. Et du coup, on fait le suivi de prod et voilà, donc j'avais pu être en échange avec eux. Bon, moi, il m'avait mis sur le seul film 3D de la promo, donc Ah. pareil, ça m'avait pas appris tant que ça sur la 2D, mais bon, un petit peu quand même. Donc là, ouais, d'être à Folivari, ça m'a permis de d'échanger avec plein de gens, vraiment qui faisaient de l'animation 2D toute la journée, et c'était hyper intéressant, quoi. Bah ouais, ouais. Donc, Donc, à donc quel voilà. point tu as besoin
J'imagine que la réponse est beaucoup, mais de connaître toute la chaîne, etc. Le côté vraiment technique, à Mm. quel point tu as besoin de savoir comment tout se passe pour pouvoir le gérer, en fait. Il y a plusieurs écoles, on va dire. Enfin, selon les prods à qui tu vas poser la question, tu n'auras pas toujours la même réponse. Il Ouais. y a, en fait, t'as des studios qui préfèrent avoir des gens très bien formés dans la gestion de projet, qui vont être capables d'éteindre un peu tous les feux, qui vont être peut-être un peu mieux formés aussi dans le management, qui du coup Mhm. vont plus cibler des gens école de commerce ou ce genre de choses, et qui ont et quitte à du coup à, enfin c'est pas quitte parce qu'il faudra du coup les former à l'animation, un peu à tout le vocabulaire quand même très spécifique de notre secteur, et puis Ouais. bon, généralement c'est des studios qui sont peut-être un peu moins regardants sur la partie management d'équipe, faire en sorte que les gens se sentent bien, et c'est un peu plus procédurier, on va dire ça Ouais. comme ça. Je me vexer pas, mais voilà, on va dire ça comme ça. Et t'as d'autres studios où c'est un peu l'inverse en fait, qui vont préférer prendre des personnes qui connaissent bien l'animation, qui ont cette sensibilité-là, et évidemment on demande quand même qu'ils aient une petite formation prod, mais Oui. qui peuvent très bien aussi te prendre des gens qui sortent d'écoles d'animation en fait avec une certaine des qualités humaines en fait qui s'apparentent à la gestion de production, d'organisation, etc. Et puis bah faire le pari sur cette personne-là et la former pendant quelques temps, et à la partie gestion de prod plutôt. Il y a un petit peu Ouais. voilà, les deux écoles. Après, dans les faits sur le terrain, euh, bah enfin, en vrai, les deux sont importants. C'est sûr que quand tu as des prods qui connaissent l'animation 2D ou 3D, enfin en tout cas qui savent de quoi ils parlent, c'est quand même beaucoup plus facile déjà d'échanger avec les équipes, d'obtenir leur confiance aussi, Mhm. accessoirement, parce qu'il y a quand même un truc un peu méfiant entre les équipes et les prods selon les studios. Il y a les équipes, elles ont un peu des mauvaises expériences avec le lien Ouais. avec la prod, et un peu ce truc du, tu vois, chacun dans son coin, on n'est pas du même monde. Mhm. Donc ouais, quand tu sais un peu de quoi tu parles, ça aide aussi à obtenir leur confiance, à discuter avec eux, à comprendre les difficultés qu'ils rencontrent aussi, que ce soit la lassitude, parce que c'est vrai que quand t'animes pendant 6 mois le même type d'anime avec le même plan, enfin le même type de plan, au bout d'un moment Ouais. c'est lassant. Quand t'as des problématiques techniques aussi, voilà, ça aide sur beaucoup de choses comme ça. Je sais que moi, en tout cas, le fait d'avoir fait Super comme avant, ça m'a énormément aidé sur les premières années. Rien qu'à Cube, on était sur le projet Walibi, là, c'était très intense en termes d'horaire, etc. Et mes équipes étaient complètement sous l'eau. On n'avait pas alors déjà pas beaucoup l'argent, mais surtout pas le temps de recruter des gens supplémentaires et de les former. Et donc en fait, je faisais ce que je pouvais pour les aider, y compris dans la 3D. Donc en fait, je bossais de 10h à 19h à mon poste de prod, et puis de 19h à 22h, on faisait des heures sup tous ensemble. Je restais avec eux. Voilà, je suis dans le même bateau qu'eux, et je faisais du clean de scène de rendu, tu vois, enfin le truc Ah oui. vraiment que tu files normalement à des stagiaires, quoi, mais juste en mode, bah, au moins, c'est ça de prix pour eux. Les images, elles pourront calculer pendant la nuit, et ils auront de quoi bosser le lendemain, quoi. Puis le fait de voir leur prod rester, il y avait vraiment ce truc de, on est dans le même bateau, quoi. Et, Mhm. et ça a vachement soudé les rangs de tout le monde, quoi. Et ça, Donc, ça d'ailleurs, voilà, à quel point vas-y. c'est courant, parce que c'est un problème qu'il peut y avoir, le fait de d'avoir si peu de temps que tu es obligé de travailler plus longtemps sur des trucs plus pressurisés et tout ça. C'est quoi ton expérience un petit peu là-dessus et est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être possibles pour éviter justement ce truc-là? J'imagine que toi aussi, ton but, c'est que ça n'arrive pas, qu'il y ait des moments comme ça, quoi. Bah, il y a, alors, les premières années de ta carrière, t'as rarement trop ton mot à dire, hein. Oui, Clairement, bon, tu vois, typiquement au Libye, je veux dire, on a fait avec les conditions qu'on avait, et si c'était à refaire avec l'expérience que j'ai maintenant, il y a des choses où j'aurais dit non à d'autres, enfin à certaines choses, quoi. ouais. Euh, mais parce que j'ai pris l'expérience aussi, et qu'il y a des choses que je vois, enfin des solutions que je vois et que je voyais pas à l'époque. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc les premières années c'est un peu compliqué. Après, quand tu commences à arriver sur des postes de direction de prod, euh,
t'auras, quoi qu'il arrive, de toute façon, toujours ce truc tu es au service du projet, mais tu es aussi au service des gens qui t'embauchent, enfin, tes clients, tes Hmm. producteurs, etc. Et eux, bah, il y a un certain cahier des charges initial où on va partir du principe qu'ils ont fait au mieux, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour avoir le meilleur financement, pour avoir le meilleur planning et tout, mais des fois, c'est juste, ça matche pas autant qu'on aimerait. Et j'étais un peu, alors je sais pas si c'est tous les projets comme ça, mais c'est vrai que moi les projets que j'ai vus c'était un peu que ça, Ouais. que ce soit Pachamama, Ernest Célestine, Le Voyage du Prince quand j'étais après chez Blue Spirit, Sam Sam. Enfin, c'était que des projets où ça a été compliqué, enfin des projets compliqués à monter et donc forcément avec des conditions de financières, planning, tout était très serré quoi. Et donc tu peux pas faire de miracle non plus en direction de prod. Hein. Il Hmm. y a un moment je vais pas, enfin je peux pas rallonger un planning de 6 mois Oui, parce que ça et s'est avoir un passé million avant, d'euros quoi. qui me tombe, voilà, et avoir 1 million d'euros qui me tombe du ciel, ça marche pas comme ça. Mais c'est plutôt euh, avec les cartes qu'on te donne, qu'est-ce que tu peux faire de mieux et surtout en fait où est-ce que tu mets tes priorités quoi. Et moi dans la mesure du possible sur tous les projets que j'ai pu avoir à gérer, ma priorité c'était les équipes. Évidemment, il faut que ça rentre dans les cahiers des charges des boss, mais j'étais vraiment super attentive à ce que mes équipes euh, payent le moins possible les problématiques liées à la prod, au financement, etc. Et Ouais. ça, alors par contre, en côté prod, ça suppose beaucoup d'énergie. C'est déjà un poste de base qui demande beaucoup Hmm. d'énergie et c'est assez stressant et tout ça. Mais donc là, c'était encore plus pour se Ouais. décarcasser la tête tout le temps et essayer de et pas aller en fait vers la première solution qui semblerait peut-être la plus évidente d'un point de vue prod, mais essayer de te décarcasser la tête pour dire comment tu peux faire peut-être un peu autrement en prenant le temps de parler avec les gens, de je sais pas. Enfin, c'était voilà, j'ai passé un peu mon temps à essayer de me décarcasser la tête Ouais. avec mes équipes parce que j'ai pas la science infuse. Ceux qui savent mieux ce dont ils ont besoin, c'est les équipes. Donc c'est beaucoup me décarcasser la tête avec mes sups pour qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation ou limiter la casse, quoi. Oui, parce que j'imagine que c'est des trucs qui sont pas voulus vraiment. C'est juste, il fallait tel budget. Après, Non. il y a toujours la possibilité de réduire le contenu en lui-même de la production. Mm. J'imagine que souvent, c'est pas, sauf si vraiment c'est absolument nécessaire et que c'est impossible sinon, bah, souvent on va laisser ce qui était prévu et puis on va compresser comme on peut, j'imagine, le truc, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, si tu... alors, je parle vraiment dans tout ce dont on parle là, je parle de tout ce qui est production indépendante française. Je parle Hmm. pas des projets plateformes ou des projets pour les Américains, ou vraiment, je parle du système classique en France où le producteur, il va toquer à tout un tas de portes, Oui. Les régions, les trucs. voilà, les Ouais. régions, le CNC, des coproducteurs, etc., pour monter un financement. C'est déjà d'où le taf du producteur Ouais. délégué qui est bien costaud aussi. Euh, et donc, du coup, en fait, justement, quand il fait ce travail-là, le producteur délégué, il vend un certain projet qui fait un certain minutage, qui raconte une certaine chose. Il y a un certain nombre d'épisodes. Enfin, quand tu vas voir une chaîne télé pour les séries, c'est un certain nombre d'épisodes avec un certain nombre de minutages. Et c'est sur cette base-là qu'on va te donner cet argent-là. Donc, Hmm. si en cours de route, tu décides que ton film, au lieu de faire 1 heure et demie, il fera que 1 h 10 ou que ta série qui devait avoir 26 épisodes, elle en aura que 20. Ça Ça passe change plus tout dans la sur le grille et tout financement. ça. Ah Ouais. bah, ça change tout sur le financement. Donc non, ça c'est pas une option en effet. Tu peux pas enlever des minutes à fabriquer. Tu peux éventuellement simplifier un petit peu la direction artistique, mais encore une fois, il faut que ce soit un petit peu, parce que ça aussi, les financements, enfin les gens, ils t'ont donné de l'argent par rapport à ce que tu leur as présenté. Donc si tu leur as présenté un truc assez Hmm. qualitatif, puis qu'en fait à la fin c'est un truc qui est big bof, ça va pas le faire non plus. Ouais. Donc non, en fait, il n'y a pas 36 euh, solutions, possibilités. En fait, ça fait partie justement des choses un peu immuables, la partie planning, budget, qualité, mais c'est plutôt comment être malin en fait pour trouver des solutions là-dedans. Par exemple, Pachamama, tu vois, c'était un film, ça faisait partie des films compliqués à monter. Il manquait une grosse partie du financement. Enfin, on n'a pas eu les 100% de financement qu'on espérait. Hmm. Et donc, du coup, il y a eu toute une question sur la direction artistique, justement, d'arriver à faire une direction artistique qui soit suffisamment qualitative pour être à la hauteur d'un film cinéma et vendable à l'international, parce que si ça reste juste sur le territoire français, tu fais pas d'argent, enfin, tu Ouais. coules. Enfin, ton projet ça suffit pas, quoi.
mais qui soient fabricables dans des quotas qui étaient particulièrement élevés. Enfin, c'était quasiment des quotas séries en fait. Euh, et ben là, Ce c'est qui est vraiment. difficile pour un long métrage où d'habitude tu as plus Ah le temps bah, de faire quelque chose de plus étoffé, quoi. bah, on attend d'un long métrage qu'il ait une animation un peu plus fluide, un peu plus subtile. Tu comptes moins sur la réhute d'anime et les Hmm. cycles d'anime et ce genre de choses. Et donc ouais, donc Aurélie, elle a bûché pendant un petit bout de temps. On a quatre personnes en direction artistique qui sont passées successivement avant d'arriver à trouver une direction artistique qui soit à la fois suffisamment jolie et suffisamment maligne par rapport à nos quotas. Ouais. Mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Aurélie elle a réussi un petit miracle là-dessus. Et Et le ça, film je a très sais. bien marché, donc on est très content. Ah oui, ok, j'avais pas le retour par rapport à ça parce que moi j'avais vu, c'était à. Bah, Enfin, je pense que c'était filmé à l'AFCA, au festival à Rennes en hum, 2018, je pense, où il y avait une présentation du réalisateur qui présentait, je pense, la façon de ouais. fabriquer. Donc c'était en cours, j'imagine, à ce moment-là. Il n'y avait pas un truc de. C'était un rendu. Enfin, c'était en 3D L'AFCA, finalement, un oui, truc comme ça. l'AFCA, je te comprends. Je Ouais, sais les plus comment était personnages sont le. en 3D, les Ouais, décors voilà. en 2D. À la base, surtout, on voulait le faire en stop motion, mais ça, c'était pas Ah bah possible dans voilà, c'était l'économie ça. qu'on Il y avait avait. un Donc, truc du de, coup, on n'a ça. pas pu. Ouais, je pense bien. Ouais, bah, Juan, le réalisateur, vient de la stop motion, lui. Donc, Hmm. mais bon, enfin, là, ce film en stop motion, c'était clairement pas possible. Donc, non, Ouais. non, ça s'est fini en personnages 3D et décors 2D. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire dans une autre vidéo. J'en avais parlé avec la série Oni de Tonkoa, où c'est Megalis VFX, Hmm. où c'était prévu pour de la stop mo. Ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop cher en termes aussi d'espace et tout, parce que c'est quand même pas du tout la même chose. Il faut vraiment des endroits, Ouais, quoi. non, non. Donc c'est pas le même délire du tout. Puis c'est une expertise très différente aussi, là. Ouais, Enfin, quand je dis que que Juan souhaitait le faire en stop mo, c'est parce que lui, en effet, vient de la stop mo et que le tout premier teaser, on va dire, qu'il avait fait lui de son côté, c'était en stop mo. Mais à partir du moment où il a ramené le film en France avec le coproducteur, euh, il savait que ce serait pas en Hmm. stop mo, enfin, qu'il y avait vraiment très peu de Ouais. chances que ce soit comme ça. Et il a fait un premier développement chez Folimage, je sais pas, je pense que c'était du coup en 2D. Hmm. Et quand il est arrivé chez Folivari, assez vite, enfin, il a jamais été question de faire ça en stop mo côté Folivari, ou alors ça a peut-être été évoqué à un moment, mais ça a pas, tu vois, très très vite, ils sont partis sur le truc de toute Ouais, façon, ouais. pour que ce film financièrement soit viable, y compris donc sur les ventes, il faut qu'on fasse quelque chose en 3D parce que on parle d'un film qui est sorti en 2018, mais qui a commencé, enfin, qui est arrivé chez Folivari en 2014, un truc dans le genre 2013, Hmm. 2014. C'était la pleine expansion de tous les films d'animation 3D pour enfants au cinéma, que ça à ce moment-là qui sortait. Donc les distributeurs internationaux ne voulaient absolument pas entendre parler de films 2D ou quoi. Ils voulaient de la 3D volume, comme Illumination, comme ce genre de choses, quoi. Ouais. Bon, nous, clairement, on n'était pas parti sur cette direction artistique-là, mais il fallait que ce soit fait en 3D et qu'on la sente un peu, cette 3D. Et donc ça a été beaucoup de discussions. Et puis, Juan, il a un peu rongé son frein, on va dire, hein, quand Hmm. même, parce que bah, il a rien contre la 3D en soi, mais pas pour ses films. C'était pas le truc Bah ouais, ça c'est lui ça. parlait pas plus que ça, Ouais. quoi, voilà. Mais bon, au final, il est très content du film qu'il a eu, hein, mais ça a été un cheminement d'en arriver à Ouais, là. ouais. Quand je disais le film a bien marché, toute proportion gardée, hein. Il a fait les entrées qu'on attendait en France, Oui, c'est-à-dire voilà. 350 000. Mais c'est surtout qu'en fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'il a été acheté par Netflix. Et il a très Ouais. très bien marché sur Netflix, notamment bah, en Amérique du Sud, en fait, parce que ça parle, le Ouais. film traite en fait de ces cultures-là. Donc, en fait, quand tu vas aux États-Unis, au Kids Screen et ce genre de choses, les gens connaissent plus Pachamama que Ernest et Célestine, le premier film. Alors que Ok. nous, en France, c'est l'inverse total. Ouais. Personne n'a entendu parler de Pachamama. Les gens ont vaguement entendu parler d'Ernest et Célestine parce qu'il y avait eu un César et tout ça. Mais ouais, non, là, du coup, ça avait un peu surpris Damien et Thibaut quand ils étaient allés aux États-Unis en disant oui, Hmm. on bossait à Ernest et Célestine. Les gens, ils le regardaient avec des grands yeux ronds comme Ouais. ça. Ah, Pachamama, ah oui, je connais, parce que c'était sur Standing Netflix. ovation et tout. Ouais. Donc, c'est pas quand même. Restons quand même, tu vois, Ouais. on est petits films indépendants auteurs, hein, c'est pas, voilà. Oui, c'est ça. Mais, Donc, comme tu disais, c'est bien de préciser le côté ça a marché. C'est pas à la ça dépend de ton proportion d'un énorme référentiel, quoi. studio. Voilà, c'est ça. On Si n'avait ça pas perd les pas attentes des d'argent, ça millions, marche. hein, Tu vois. tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est aussi pour ça que les budgets sont relativement petits quand on compare aux, Ah énormes bah, trucs, parce que ce qu'on peut en rendre ensuite, c'est pas
c'est pas pareil, Mais quoi. ça c'est un truc que les gens se rendent pas compte. En effet, quand tu commences à parler un peu chiffres, que tu leur dis que là, par exemple, sur les 10 dernières années, la moyenne de devis des films, des longs métrages d'animation indépendants en France, c'était 11 millions d'euros. Ça, tu Ouais. dis ça aux gens, ils se disent, waouh, mon Dieu, 11 millions d'euros et tout. Astérix et Obélix, celui qui a été fait chez Micros, là, c'était, je crois, je vais peut-être dire une connerie, ça se trouve, ils vont me tomber dessus, mais c'était en tout cas plus que 40. Ouais. Donc, ça, c'est sûr. Tu vas sur des films américains, Pixar, etc. Là, on est Là, on sur est, plusieurs centaines de millions ouais, d'euros. 150, Enfin, 200. oh, Et c'est ensuite, plutôt tu même rajoutes, 500. ah Dans ouais? un Pixar, ouais, les Pixar, c'est autour de 500, et puis t'as la moitié du budget, c'est de la com. Oui, voilà, c'est ce que j'ai. Enfin, Et marketing et tout ça, pour moi, quoi. c'est 200 et ensuite tu doubles parce que tu mets ça sur Parce des qu'il y a la patates, com. je sais Ouais. pas où, et puis voilà, quoi. Mais Ouais, non, ouais, moi je prends vraiment le budget tout compris. C'est que quand je d'accord, te ok. parle de 11 millions d'euros, nous, il y a une petite enveloppe communication aussi dedans, mais tu vois, c'est genre pas 100 000 euros, je sais même pas d'ailleurs exactement, mais enfin, c'est rien du tout, Bah, quoi. c'est ça, en fait. Donc, tout Donc, on dépend, arrive à enfin, faire des ouais, très ça bons peut. films pour pas cher, c'est ça aussi le truc. Je sais pas à quel point c'est vu ça à l'étranger, le fait qu'il y a des films très bons qui sortent, très bien faits, qui pourtant coûtent pas grand-chose, quoi. Ah, bah, ça c'est justement un petit peu tout la réorientation d'habitude qu'on est en train de faire en production en France là depuis 2 3 ans avec l'arrivée des plateformes parce que c'est une façon de produire tellement différente avec des risques tellement différents tu vois là où le gros travail de la prod sur des films indépendants c'était en effet de faire éponge sur la partie tu sais que tu vas être sur un projet avec pas beaucoup de budget avec des plannings un peu trop serrés. Ça, c'était notre taf, c'était de faire éponge sur ces points-là, sur des prods à l'américaine, plateforme et tout ça. La question de l'argent, c'est pas un sujet parce que Hmm. généralement, tu as l'argent qu'il te faut pour faire le projet. T'es pas non plus, je veux dire, tu te fais pas des marges incroyables, mais tu as ce qu'il te faut pour faire ce qui a été prévu, quoi. Et le planning, généralement, bon, il y a une date de livraison qui est un peu fixe, qui ne peut pas bouger, mais bon, ça c'est partout pareil. Hein. Je veux dire, moi, tous les longs métrages sur lesquels j'ai été, il fallait qu'ils soient finis pour Annecy et présentables à Annecy. Hmm. Ouais. Mais donc ça change pas trop. Mais c'est par contre les changements d'avis et les aléas incessants en fait qu'il y a sur les projets plateformes où tu peux avoir des projets qui s'arrêtent en plein milieu de la fabrication. T'as des projets où t'es en train de finir les boards, qu'on te dit qu'on va tout repartir en écriture. T'as des projets où t'es sur le point de démarrer la fabrication et qu'en fait t'as des trucs qui repartent en remontage parce qu'en fait c'est trop long. Ou et t'as tes équipes au milieu de tout ça qui tu sais qui donnent le meilleur d'elles-mêmes tu vois sur le truc, elles sont trop contentes, elles Hmm. sont trop fières de bosser sur ce projet-là et tout, puis d'un seul coup du jour au lendemain t'arrêtes tout le monde parce qu'en fait ouais, parce que je sais pas moi, Netflix a décidé d'arrêter ton projet ou parce que je sais pas, ils ont été en train de faire du clean et en fait les séquences sur lesquelles tu étais en train de cleaner, elles doivent repartir en posing ou enfin tu vois. Ouais. Et du coup, c'est cette espèce de sable mouvant permanent, en fait, où tu t'es jamais sûr de rien, qui est déjà très épuisant en prod. Parce que nous, on est en première ligne, donc on est les premiers à devoir aller expliquer à nos équipes. Euh, tu sais, tu vas leur donner une version A un jour, et puis le lendemain, ils reviennent te voir et tu leur dis qu'en fait, tout a Hmm. changé, que c'est en Ah fait une ouais. version B. Ils se disent, mais c'est pas possible, ils savent pas s'organiser dans ces boîtes. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Et moi, c'est un truc qui m'a étonné, ça. Même, on m'avait dit quelqu'un d'autre que sur des grosses productions, justement, ces trucs énormes ou qui coûtent des centaines de millions, tout ça, il y a un côté très. Tu peux revenir sur des scènes plus tard. Et pour moi, tu faisais ton storyboard, ton truc, tout était figé. Et en fait, non, des fois, on se dit, en fait, ce truc-là, on va l'enlever. T'as cette souplesse que en France, t'as absolument pas parce que ben, tu peux pas, quoi. Mais en fait, c'est en partie pour ça que ces projets-là coûtent aussi cher. Parce que justement, en fait, tu fais pas un film, en fait. T'en fais genre deux ou trois dans ce que tu vas fabriquer. C'est juste Hmm. que, en fait, tu vas mettre deux ou trois fois tout ce que tu fais à la poubelle Ouais. avant d'aboutir au truc final. Mais ouais, il y a ce truc où, quand t'as pas d'argent, tu mets le paquet, enfin, si je puis dire, sur la pré-prod. Et après, la fab, ça coûte tellement cher que de toute façon, là, maintenant, Faut y on aller. avance et Ouais. surtout, on ne revient pas en arrière, quoi. Tu vois, c'est plus le moment de revenir en arrière. Sur ces projets-là, on a en tête tout le temps que tout peut changer, tout peut revenir en arrière. Alors, tu essayes de cadrer un peu les choses le plus possible parce qu'il y a un moment, le projet va pas durer 4 ans Hmm. et puis, a priori, ils vont pas te faire des additifs tous les 3 jours non plus. Mais c'est épuisant de jamais savoir en fait vraiment où tu vas, quoi. Ouais.
c'est le jeu, voilà, on le sait, c'est comme ça que ça marche et en fait les clients qu'on a en face ne savent pas faire autrement en fait. Il y a aussi une question de alors je sais pas si c'est une question de formation, mais de c'est vrai que ça peut arriver, en tout cas nous ça nous est arrivé assez souvent que les interlocuteurs qu'on a en face aient beaucoup de mal à se projeter en fait sur les différentes étapes de l'animation. Tu leur Mhm. présentes un board, ils vont presque te demander de pousser ça au posing en fait, alors que le truc il va être en 3D derrière, par Bah exemple. c'est ça, c'est toujours le Ou truc en anime, c'est que même personnellement, si tu fais ton petit animatique, que tu le montres à ta famille, souvent, enfin, tu peux avoir le côté, bah c'est genre, ah, on dirait que c'est pas trop fini et tout, non, mais là, je vous montre juste ouais, l'histoire, en fait. oui, je sais que c'est pas fini, C'est, oui. voilà. Ou alors, des fois, c'est l'inverse, tu montres un animatique, ah, trop bien, bah ok, maintenant, je vais passer au côté, ben, décor, animation. Ah ouais, c'était pas animé, là? Mm. Ah non, non, là, c'est vraiment le brouillon et tout. Genre, il y a un peu ce problème de Ouais, il conception y a un gros de comment ça aspect marche, quoi. pédagogique. Ouais, il y Parce a un qu'augros au aspect début, c'est moche et pédagogique c'est en fait dans le normal, quoi. concept. C'est un truc pas facile à faire passer. Oui, justement, c'est pour ça aussi que c'est moche, c'est parce que c'est facile à changer à ce C'est moment-là, ça. si jamais, pour pouvoir Quand je dis que définir c'est le moche, truc évidemment, qui c'est après ne relatif, changera plus, hein. quoi. Moi, j'aime bien les storyboards Ouais, et tout, c'est pas enfin, moche, mais c'est pas le ouais, bah, final, quoi. Voilà ce que je regarde veux les dire. storyboards qu'on peut faire en série ou en long métrage indépendant. Quand t'as pas le temps, Ouais, tu fais pas le dessin du siècle en fait. Hein. Toi, tu vas à l'essentiel. Éventuellement, si t'as de la chance, t'as un assistant board qui passe derrière toi pour rendre ça un peu au modèle, un minimum au modèle et Hmm. joli. Mais non, tu verrais mon board de Pachamama, la question du joli n'était pas le sujet. Ok. Fallait juste qu'il y ait les infos qu'il Ouais, fallait, voilà, ouais. et basta. Bon. Et ça, Donc ouais, d'ailleurs, non, non, le côté incertitude, c'est un peu compliqué. c'est un truc aussi que je voulais évoquer, vu que tu parles de, bon, stop motion, on l'a évoqué très vite fait, mais le côté 2D, 3D. Est-ce que tu peux parler un petit peu des différentes contraintes que ça implique? Pourquoi la 3D, c'est super pour certains trucs, mais compliqué pour d'autres, et pareil pour la 2D? Je dirais que globalement, un film full 2D coûtera un peu plus cher qu'un film full 3D. Ouais. Après, bon, je fais vraiment des grosses généralités parce que ça dépend tellement du style d'anime, Oui, de voilà. rendu, de voilà. C'est vraiment une très très grosse généralité. Dans la partie planning, ce qui change le plus, c'est que en 3D, tu as une étape supplémentaire qui est les assets. Hmm. Donc la fabrication de la modélisation, texture, setup, de tes personnages, props, voire même décors si vraiment tout est en full 3D, que tu n'as pas à faire en 2D. En 2D, une fois que tu as fait tes designs, avec toutes les infos de posing, de lips, d'expression, de voilà, tu donnes ça aux animateurs, ils ont de quoi bosser normalement. Ça a plus l'animatique évidemment. Ouais. Mais voilà, ils ont pas besoin d'une étape entre les deux, alors que la 3D, il y a cette étape d'asset entre les deux avant qu'ils puissent avancer. Et donc cette étape-là, bah, elle a un coût, elle prend du temps, mais par contre derrière, l'animation 3D, ça va globalement quand même à qualité équivalente, on va dire. Encore une fois, c'est difficilement Ouais. comparable, mais ça va aller plus vite. Tu as besoin souvent d'un peu moins de personnes que la même chose en 2D. Alors que par contre, donc la partie 2D, tu vas peut-être plus facilement, plus rapidement aller en fabrication. Ta pré-prod du coup dure un peu moins longtemps, mais enfin, je veux dire, il y a des quotas de long métrage 2D. Enfin, le une seconde jour, deux Hmm. secondes jour, tu vois, c'est genre vraiment tu vois, Ouais. au-dessus, c'est compliqué quoi. Et donc du coup, ça nécessite d'assez grosses équipes, pas mal de temps et ben beaucoup de gens sur beaucoup de temps, ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un truc Voilà, que en j'avais pas gros. compris au début. Enfin, pareil, quand j'étais plus petit, que j'entendais faire un film, ça coûte cher et tout. Moi, je pensais pas au fait que c'était les gens qui sont là, qui travaillent, et donc ça coûte. Qui coûte Je cher. pensais au côté les outils, les trucs, enfin. Alors que non, quoi, c'est juste, bah, Comment ça, ils sont payés? ouais, c'est ça, tu te dis, Ils bah font non, pas c'est ça juste, pour l'amour de l'art? il y a 50 personnes pendant 6 mois, voilà, quoi. Et C'est ça, j'ai et eu puis un tu déblocage comme rajoutes. ça. Ouais, et puis en plus, déjà, quand tu conscientises ça, que bah oui, les gens, ils sont pas là juste comme ça pour le kiff, Mhm. ils ont besoin d'argent pour payer leur loyer et tout Ouais, ça. ouais. C'est un job, quoi, avant tout, hein. Ils rendent un service contre lequel on donne de l'argent et voilà. Et donc, il y a ça. Et puis, en fait, quand tu commences à comprendre ça et à extrapoler, tu as aussi les charges patronales parce que ça, c'est quand même un coût très important dans nos budgets. Tu sais, enfin, peut-être que toi tu sais, mais peut-être que toutes les personnes Mhm. qui nous écoutent ne savent pas, mais que en France, tu as le salaire brut,
t'as des charges salariales qui font qu'après, tu vas avoir le salaire net qui est un peu moins. Donc, par exemple, si ton salaire brut, c'est 100 euros au jour, ton salaire net, ça va être autour de 75 euros par jour. Et nous, côté entreprise, on a ce qu'on appelle des charges patronales en plus de ces 100 euros par jour. Et elles tournent autour de 60-65%. Ça, c'est un peu variable. Donc, en gros, pour là où toi, tu touches 75 euros net, l'entreprise, elle dépense 165 euros chaque jour C'est ça. pour chaque personne. Et 100 euros par jour, c'est un petit salaire. Hein. C'est pas, les gens sont pas, Oui, c'est ça. Il y a le surtout à côté, Paris, ça fait longtemps que les gens sont plus payés à ce salaire-là. le Quoi. côté intermittent qui fait que t'as pas du travail tout le temps, donc on pourrait comparer ça à un salaire t'as un CDI dans un truc classique. Ça peut sembler être plus, mais en fait c'est équilibré aussi par rapport à tout ça. Mais oui, après il y a le côté voilà cotisation et tout qui fait que Mm. le prix n'est pas le même. Et ça, j'imagine que c'est, enfin Ouais. je sais pas à quel point c'est la personne qui dirige la production n'a pas de, enfin un truc par rapport à ça, le côté on a le budget, on va le diviser comme ça ou Alors, bah, nous, on n'a pas de prise sur quelles sont les charges, etc. Ça, c'est le ouais, gouvernement, mais je veux enfin, c'est dire la loi, tu le vois. côté Mais, on a tant d'argent et on va diviser la pré-prod en tant de temps, la prod en tant de temps parce que ça coûte tant. Est-ce que ah, c'est ça aussi? alors, de base, dans le cahier des charges qu'on nous livre, et je parle en direction de prod côté producteur. C'est un petit peu différent en direction de prod quand tu es dans un studio de prestataire, parce que là, euh, il y a des contraintes un peu différentes, mais côté producteur. Donc, ce que moi j'ai fait sur Pachamama, j'étais embauché par Folivari, Ernest et Célestine, tout ça. Vraiment, quand tu es embauché par le producteur, il doit, pour pouvoir aller demander toutes ces aides financières, il doit remplir son budget dans ce qu'on appelle une matrice budget CNC. Donc, le CNC, Mhm. c'est le Centre national de la cinématographie, et c'est eux qui fournissent une grosse partie des aides financières publiques qu'on peut avoir dans le cinéma et dans la série, enfin dans l'audiovisuel de manière large. Ouais, Et sauf que justement, comme ils ont beaucoup, beaucoup de demandes, il y a un moment, ils ont fait, bon les gars, on va se mettre d'accord sur une façon de présenter les choses, parce que nous, on va pas pouvoir ouais, s'adapter à toutes les façons de faire. Et donc, ils ont fait cette grosse matrice de budget dans laquelle tout le monde doit rentrer pour pouvoir demander une aide CNC. Et donc, du coup, tout ça, c'est très détaillé, en fait. C'est très, ouais, vraiment détaillé, très réglementé. Tu as 9 postes, les droits artistiques, donc c'est tout ce qui est droit d'auteur, les droits personnels, enfin le poste personnel, donc ça c'est les salaires, les charges sociales, enfin bon bref, il y en a plusieurs comme ça, qui sont censés couvrir l'intégralité des types de dépenses que tu peux avoir sur un projet. Et donc ton producteur, quand il fait son devis initialement pour pouvoir après aller chercher de l'argent, il a déjà rentré tout, mais dans le moindre détail. Tu vois, c'est-à-dire qu'il va te mettre le poste de direction de prod, ça va être 400 jours à 180 euros par jour brut, et donc ça fait tant. Mhm. Et ça va être dépensé en France. Le machin du tout, ça va faire tant de jours à tel salaire machin, et ça sera dépensé au Luxembourg, et selon les coproductions. Donc vraiment tout ça c'est assez détaillé, et ça on te le donne en tant que direction de prod. Euh, j'ai envie de dire globalement, t'en fais ce que tu veux, mais t'as quand même deux, trois règles sur lesquelles qu'il vaut mieux respecter, sinon t'as des gens qui vont venir râler, du genre où sont quelles dépenses. C'est-à-dire que si c'était prévu que telle dépense soit au Luxembourg et celle-ci en France, je peux pas les Ouais, inverser, ou alors faut que ce soit des montants équivalents et il faut bien que je vérifie avec tous les producteurs que ce soit OK. Si par contre, par exemple sur le territoire France, dans un seul et même studio, si je regardais juste le studio, je sais pas moi, bah, Folivari, mettons si on embauche des gens, bon bah là enfin en effet, je m'en fous de savoir est-ce qu'au final j'enlève un jour au storyboarder, je le rajoute au monteur, ça ouais. après c'est ma tambouille. Mais la plupart des producteurs délégués ne fabriquent pas en interne. Donc en fait, c'est dans le poste sous-traitance qu'il y a là des grosses factures, genre Blue Spirit, tel montant. Genre nous, pour fabriquer toute votre série, votre film, ça sera Mhm. tel montant. Donc là, tu as un gros chiffre. Et après, ça, c'est eux qui gèrent leur tambouille. Toi, tu gères pas. Ouais. Donc tes marges de manœuvre sur le budget sont quand même assez restreintes côté producteur. Par contre, côté presta, là, tu as beaucoup plus de liberté parce que le Presta, t'as pas cette problématique de où est-ce que je fais. Alors, sauf si ton producteur, comme Blue Spirit par exemple, ils avaient Angoulême-Montréal parce que justement on avait de la coproduction au Canada. Mhm. Moi, je pouvais pas leur dire, bah tiens, ce truc-là, tu me le prends d'Angoulême, tu me le mets au Canada. Ouais, ouais. Ça se fait pas aussi simplement que ça. Mais chez Fost, par exemple, je veux dire, quand on a un client qui vient chez nous, on lui fait le devis, enfin voilà, on est vraiment au réel, à peu de choses près, hein, vraiment de ce qu'on va dépenser. Tu as normal une marge d'imprévu, c'est normal, comme tous les studios, hein, et puis une marge tout court d'ailleurs, qui t'as besoin de te payer. On a des frais généraux et des permanents à Mhm. payer aussi.
Mais après, je veux dire, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce montant final avec le client, ce que je fais de cette facture-là, le client, il va Voilà, pas venir tant que le regarder, truc est il là à s'en la fiche. fin, ouais. Voilà, exactement. Tant que moi, à la fin, j'ai bien respecté ce montant-là, que je l'ai pas dépassé, bah après, voilà, c'est ma tambouille. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités quand t'es côté studio Presta que quand t'es studio production déléguée. Ok, donc ça veut dire qu'il y a aussi cette partie-là, en plus de juste l'organisation, de suivre la production, etc. Il y a aussi une partie administrative, on va dire, un peu Ah comptable, bah, entre guillemets, en tout ça, direction de quoi. prod, ouais, le Ouais, budget, c'est un gros sujet. Tu dois veiller à ça régulièrement et tout. Assistant chargé de prod, normalement, c'est moins dans les tâches qu'on va te confier. Enfin, ok. ça peut, hein, mais c'est a priori pas le cas. Et, Et et en du- direction de prod, ouais, c'est le client, bien gérer ton budget et globalement bien synchroniser l'ensemble des personnes ou prestats, enfin, selon ton poste, que tu as à charge. ok. Donc là, ça, c'est pour donc la différence entre le côté assistant prod, ensuite directeur, directrice, etc. Et là, pour la partie vraiment gérer le studio, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien de qu'est-ce que tu dois gérer par rapport à avant, les choses que tu fais plus aussi, qui passent ailleurs, des choses comme ça? Ouais, alors tu vois déjà là, dans toutes les discussions qu'on a pu avoir sur la partie chargée de prod, direction de prod, je pense que tu as dû voir que il y a quand même beaucoup de... T'essaies de faire une généralité, mais en fait, il y a quand même beaucoup de cas Oui, particuliers voilà, c'est selon le ça. studio, le C'est toujours prod, un la machin. témoignage de toute façon d'une personne et tout, hein. C'est ça. Et bah, en direction studio, c'est encore pire. Ouais. Parce que euh, là, en fait, ça va vraiment dépendre déjà de qui est en permanent dans le studio. En fait, globalement, c'est un peu toujours la même chanson, c'est que tu as un certain nombre de tâches à faire. Et après, bah, c'est quel type de profil et personnes tu as pour les faire. Si on reprend l'exemple de Faust, nous, notre répartition de tâches, on a donc Christelle, qui est ma boss, qui est la directrice des studios slash des productions, Mhm. qui a plus d'expérience que moi, honnêtement, plus que Sabine aussi sur la partie production, et qui, elle, du coup, sa mission principale, c'est de réceptionner les projets qui arrivent chez nous. Quand il y a quelqu'un qui aimerait faire fabriquer quelque chose par Faust, c'est elle qui discute avec eux, qui définit leurs demandes. OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on va faire un teaser, des images fixes peut-être pour convaincre, pour bref, enfin tout ce qu'il faut en fait, le devis, le planning, tout ce qu'il faut pour que le projet arrive chez nous, que le contrat soit signé, qu'on sache où on va et qu'après un Dirprod ou une Dirprod prenne le relais. Sabine et moi, on a beau avoir le même intitulé de poste, on n'a pas les mêmes missions. Ok. Alors, il y a des choses qui se recoupent, hein, mais on n'a pas les mêmes. C'est pour ça que je te dis que c'est encore pire dans la direction studio, parce que c'est vraiment, ça dépend complètement des studios, des profils des uns et des autres. Donc on n'a pas les mêmes missions pour plusieurs raisons. La première, enfin l'une d'entre elles en tout cas, c'est que on n'a pas le même parcours. Sabine, elle était directrice d'anime, réal, etc. dans la 3D principalement. Donc elle n'a pas l'expérience de la prod en tout cas. Elle a beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps qu'elle bosse dans le secteur, mais elle n'est pas prod à la base. Moi, c'est l'inverse. J'ai beaucoup moins d'expérience qu'elle, mais par contre, je viens de la production, donc on n'a pas tout à fait les mêmes compétences et les mêmes choses à apporter à chacun de nos studios. Donc, ça, c'est une première chose qui fait qu'on n'a pas tout à fait les mêmes tâches. La deuxième chose, c'est la localisation. Elle est toute seule à Angoulême, en permanente de Faust. Elle a son équipe sur les projets, etc. Elle a deux personnes en prod avec elle qui sont attribuées chacun aux deux projets qu'on a. Mais je veux dire, elle a pas. Moi, Christelle, elle est sur place à Paris. Ouais. Donc du coup, forcément, la gestion du studio et puis le studio parisien est plus gros. Il est deux fois plus gros que celui d'Angoulême. Donc du coup, là où Sabine, bah en fait, elle a genre peut-être 100% des tâches, on va dire qu'elle a à faire. Bah moi, ça va être réparti entre 50% moi, une autre partie entre Estelle, qui est une autre permanente du studio, Bastien, Christelle. Enfin, tu vois, on est plusieurs en fait à graviter dans le coin pour se répartir justement cette charge de travail. Ok. Donc ça dépend un peu. Par contre, moi, ce que je vais avoir bah, en plus, enfin pas en plus, mais comme le studio est plus gros, bah tout en fait prend plus de proportions. Si je prends le recrutement, là, notre prochain gros projet, c'est l'adaptation du jeu vidéo Splinter Cell pour Ubisoft, Ouais. où nous on fait toute la fabrication. La pré-prod était chez Sun Creature et nous on fait toute la fab et moi j'attends autour de 90 personnes sur Paris. Angoulême c'est 40. Et les 90 personnes, c'est moi qui les recrute. Sabine elle recrute les 40 et moi c'est 90. Donc tu vois, il y a deux fois plus de Ouais. personnes à trouver, donc ça me prend deux fois plus de temps.
Donc voilà, j'ai un peu moins d'autonomie sur certaines choses parce que justement, je suis pas toute seule ici, donc on compose les uns avec les autres et avec les façons de faire des uns et des autres. J'ai aussi plus de, enfin les tâches que j'ai prennent un peu plus d'ampleur aussi. Donc ça dépend vraiment. Il y a des choses où je trouve sa vie plus simple, il y en a d'autres où je trouve sa vie bien plus compliquée. Ouais. Quand il y a des problèmes, je sais pas, liés aux locaux, dans l'administratif ou des trucs comme ça, moi, j'ai pas à gérer ça, par exemple. Alors qu'elle, elle est, à chaque fois qu'il y a une lettre qui arrive au studio, une facture, un machin, c'est pour elle, c'est pour sa pomme. Ok, Ouais, ouais. donc ça dépend vraiment. Tu vois, rien que déjà dans la même société, le même intitulé de poste, Ouais. c'est pas toujours les mêmes. Après, il y a des choses qui se recoupent. On a toutes les deux, on fait, on va dans les jurys d'école, on fait toutes les deux beaucoup de choses avec les écoles d'animation justement. C'est un truc qui nous tient très à cœur. Faire des conférences, faire de la représentation en fait du studio de manière générale. En plus, elle avec Angoulême et Magélis, c'est il y a vraiment ce truc-là de fédérer l'animation au sein local. C'est un truc qui est euh, très important en fait là-bas. Magélis organise beaucoup de choses, Ouais. alors qu'à Paris, je veux dire, bon, la région Île-de-France, on n'a pas grand-chose à secouer de ce qu'on Oui, nous. c'est aussi pour ça que Angoulême est si développé avec plein de studios et Exactement, tout, c'est qu'il y a des Magélis prend un avantages et tout sacré ça. taf, hein. Ouais. Donc voilà, et donc tu vas dans un autre studio, tu vas avoir par exemple que un poste de direction studio par studio, et puis chaque studio va être assez autonome dans sa gestion de projet. Enfin, voilà, c'est très variable. Hmm. Mais globalement, si je devais synthétiser les tâches qu'on va avoir, ça va être euh, la partie infrastructure, enfin les locaux, faire en sorte que les locaux soient viables, qu'il y ait les installations qu'il faut, qu'il y ait suffisamment d'ordi, de place Ouais. pour tout le monde, que les espaces communs soient OK aussi, que s'il y a un aléa, je sais pas moi, une fuite d'eau, un truc comme ça, qu'il y ait bien quelqu'un qui vienne les réparer, enfin, ce genre de choses. C'est la partie recrutement, beaucoup, repérage, etc. Hormis les studios qui ont un poste dédié à ça, de talent scout ou quoi, Mhm. mais les studios de plus petite échelle, c'est souvent soit les prods, soit et ou du coup les équipes studios qui s'en occupent. Euh, je rajouterais un truc c'est vrai que j'ai pas dit dans la liste des tâches, c'est aussi la partie R&D pipeline Ouais. qui est très présente dans la 3D. Donc eux, ça fait longtemps qu'ils ont des pôles vraiment dédiés à ça et des gens qui sont dédiés à ces sujets-là. La 2D, ça commence seulement depuis quelques années à avancer justement, à se dire bah ouais, ok, c'est bien, on fait des dessins animés avec une scintille, un stylet, mais il y a un moment automatiser des trucs, c'est bien aussi Bah, quoi. c'est justement un truc où je voulais revenir dessus avant quand tu disais on peut pas compresser le temps plus que ce qui est possible et tout ça. Donc si on peut parler un petit peu du côté outils, donc quand tu dis R&D, donc c'est recherche développement et pipeline, c'est Mm, les différents outils qui vont aller d'une étape à l'autre, mm. qui vont faire la chaîne de production. Donc qu'est-ce qui est utile dans une production pour aller plus vite justement qu'avant et ou qu'est-ce qui serait bien d'avoir en fait parce il y a des outils qui se développent, des choses même maintenant qui sont quasiment au point de faire des intervalles, des fois des choses comme ça qui sont encore au balbutiement. Est-ce que c'est des trucs que tu as envie de voir venir? Est-ce que c'est des trucs qui te semblent pas pertinents? Enfin, tu vois, par rapport à tous ces trucs pour aller plus vite en fait. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je suis encore dans la période un peu balbutiante de mon poste sur ces sujets-là, parce que Ouais, du coup, mettre vraiment sérieusement les mains dans les outils 2D et essayer vraiment de comprendre les problématiques liées aux outils 2D, ça fait qu'un an en fait que je m'y intéresse plus sérieusement, parce qu'avant, j'étais certes chez Folivari, mais j'étais sur leur projet 3D. Et en ouais, plus, c'était pas fabriqué chez nous. Donc du coup, disons que j'ai eu un an là pour vraiment bien comprendre les process d'animation et encore j'en apprends tous les jours évidemment. Mais la partie, tu vois, qu'est-ce qu'il faudrait développer en plus dans Harmony ou ce genre de choses, je suis pas la mieux placée pour en hmm, parler. Mais par contre, on a du coup au studio trois personnes qui font du dev donc Clément qui est notre directeur technique et je suis en lien en fait avec lui assez régulièrement, Sabine aussi. Alors Sabine, elle c'est même plus pour lui remonter des problématiques parce que il est ici, il est pas là-bas, ouais. il est pas à Angoulême, donc du coup c'est aussi pour qu'il soit au courant des problématiques rencontrées par les équipes. Mais du coup, je suis en lien avec lui. On fait des points assez régulièrement pour qu'il m'explique les outils qu'il est en train de développer. Que du coup, c'est le moment où je pose plein de questions pour essayer de comprendre ce qu'il repère, etc. Il est vraiment
en lien avec nos équipes, avec les sup, les leads tout le temps parce que c'est eux qui savent en vrai ce qu'il faudrait améliorer, automatiser, etc. Mais moi, je suis là du coup pour lui donner un overview un peu prod et planning aussi. Lui dire, ah bah, tel outil, en effet, ça me semble pertinent par rapport à ce que tu m'en expliques. Celui-là, c'est peut-être un peu moins prioritaire. Celui-ci, on en a besoin pour telle prod, mais pense aussi au fait qu'on a la prod d'après qui en aura peut-être besoin. Voilà, le contextualiser et l'aider à hiérarchiser les priorités et, et aider là où je peux aider, en fait, de manière Mm. générale, qu'il soit pas aussi tout seul à penser tout ça et à gérer tout ça en fait quoi. C'est lui, il a clairement les connaissances techniques, outils, etc. Moi, j'ai les connaissances prod, donc Ouais. ça voilà, je peux l'aider sur certains points là-dessus, mais j'en apprends encore vraiment tous les jours et c'est une partie qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'adore par exemple aller au Radiraf à Mm. Angoulême et j'y vais à chaque fois les 3 jours parce que les 3 jours il y a plein de Ouais. sujets trop chouettes. Et ma première expérience au Radiraf, je l'avais passé les 3 jours avec euh, plein de gars d'un peu tous les studios en pipeline, etc. Mais t'avais aussi bien du Superprod que du Fortiche, que du Mm. Illumination, que du Unit, que du... Donc c'était bien parce qu'en fait il y avait plein de détails de studios différents, de la 3D, de la 2D. Puis de toute façon ils se connaissent tous, ils ont tous passé d'un studio à l'autre. Et moi j'étais là, mais je buvais leurs paroles. Quoi. Il y a plein de trucs que je comprenais pas, mais je posais des questions et ils étaient absolument pas moqueurs ou que sais-je. Au contraire, ils étaient, je pense, trouvaient ça cool qu'il y ait une prod qui s'intéresse un peu à ces sujets-là et Ouais, qui pose des carrément. questions. Enfin, j'étais vraiment très curieuse, quoi. Donc voilà, j'en apprends tous les jours et comme là, enfin, j'ai l'impression vraiment depuis 3 ans là dans la 2D, c'est vraiment en pleine expansion sur ces sujets-là. Encore une fois, la 3D, ça fait déjà un peu plus longtemps parce Mm. qu'ils sont tellement euh, contraints et liés à l'outil que ça fait longtemps qu'ils se posent les questions des automatisations etc. Mais la 2D, il y a quand même eu pendant longtemps ce truc pour faire ton dessin animé, t'as besoin d'un crayon, un papier, puis c'est tout, quoi. Ouais. Alors, oui, dans la théorie, maintenant, dans la pratique, sortir un long métrage d'1 heure et demie en 1 an et demi, ton Ouais. petit crayon, ton petit papier, ça va pas suffire. Et même quand tu fais tes devis auprès de tes clients, tu vois, si t'as le malheur de mettre des trucs qui sont liés à la R&D, à moins que ce soit quelque chose de vraiment très obvious par rapport au projet il y a vraiment un développement particulier à faire, les clients ils comprennent pas sinon pourquoi tu fais de la R&D dans un studio 2D quoi. Mm. C'est pas, tu vois, il y a pas de lien en fait pour eux. Donc des fois on fait un peu de pédagogie justement pour leur expliquer que bah ouais, Harmony c'est super. Je dis Harmony parce que nous c'est la plupart des prods qu'on fait sont sur ce logiciel-là. Ça nous est arrivé d'en faire aussi sur TV Paint pour les longs métrages Cartoon Saloon ou Ernest et Célestine en Charabie aussi on l'a fait Mhm. sur TV Paint. Mais la plupart des autres prods, enfin, quand on a le choix, on le fait Ouais. sur Harmony, on préfère. Et Harmony, c'est un super logiciel. Toon Boom, ils ont un support au taquet. Voilà, on échange avec eux régulièrement et tout, mais néanmoins, nos besoins à nous et nos problématiques à nous sont pas forcément celles du studio d'à côté. Et on peut pas attendre juste de l'éditeur du logiciel d'améliorer des choses Ouais. ou de synthétiser des choses et tout. Donc, on développe des choses à l'intérieur d'Harmony. Et puis, on développe aussi des choses qui vont connecter nos logiciels les uns avec les autres, ce que tu disais sur le pipeline. Et le plus gros taf qu'on a fait là-dessus, nous, c'est le lien entre nos logiciels et Kitsu, qui est notre Donc, logiciel de gestion de gestion de production. projet. Ouais. Alors, ça n'empêche pas qu'on en a encore quand même des fichiers Excel pour les plannings, notamment, par exemple, c'est encore nécessaire. Mais c'est vrai que pour le suivi d'avancement des équipes et des plans et des quotas, ça nous a changé la vie. Mais bah pareil, Kitsu, on sent que leurs premiers clients, c'était beaucoup des studios 3D. Donc, ils ont pas mal développé des outils dans ce sens-là, des Publish, Blender, Maya, ce genre de choses. La 2D, ça vient, mais nous, on pouvait pas attendre que ça vienne, donc Ouais. voilà, on a développé tout un tas de trucs à nous pour automatiser. Par exemple, quand tu reçois un pack de ton client avec tous les designs, les animatiques, etc., bah, pouvoir charger tout ça de manière automatique dans Kitsu, par exemple, ça fait gagner vachement de temps. Oui, des publish aussi directement de Photoshop, que mes équipes déco elles puissent directement exporter leur décor et que ça se mette sur Kitsu bien à jour. Donc voilà, c'est des choses qui semblent en fait bateau quand on le dit comme ça, mais les premiers trucs que tu automatises, de toute façon, c'est toujours les trucs bateaux. C'est toujours les Mm. trucs qui, en fait, toi, ça va te prendre 5 clics. Bah ouais, mais 5 clics toutes les heures fois je sais pas combien de Ouais. jours et fois je sais pas combien de personnes. Bah peut-être qu'il y a un truc à faire, tu vois, où tu peux peut-être t'économiser ton énergie et le mettre Mm. là où ça te fait kiffer, à savoir faire de l'anime ou faire des décors,
plutôt que alors attends, est-ce que j'ai bien nommé mon machin? Ah merde, putain, pourquoi ça bug et Ouais. puis ci et puis ça quoi. C'est vrai que le côté Donc, pipeline, c'est un truc où, bah, quand on n'est pas soit en études, soit en studio ou quoi, on n'a pas forcément cette connaissance du fait que c'est pas facile de changer quelque chose aussi. Nous, on le voit par exemple avec Calipec, donc notre app sur iPad pour la 2D, où on essaie enfin, on met des exports vers justement les TV Paint, les Harmony, les Blender, histoire qu'on puisse avoir un petit peu une place qui soit dispo, tu vois, pour pas qu'il y ait besoin de changer un truc. Et ça, c'est un truc qui est pas évident ah bah, pour non, intégrer qui est pas un. Ouais, c'est ça. dans les éditeurs classiques, enfin voilà, les Toon Boom, les Adobe, les tout ça. Euh, Tu sens qu'ils font un peu tout ce qu'ils peuvent pour que ce ne soit pas du tout communicant entre l'un et l'autre, hein. Bah ouais, c'est C'est-à-dire ça. que rien que de développer un pipe Harmony vers After, bah en fait, en fait, tu peux pas faire un pipe Harmony After. En fait, tu exportes des choses d'Harmony que tu réimportes dans After. Ouais. Enfin, Adobe, c'est tout un sujet, hein, parce que j'avais même des discussions l'année dernière sur tout ce qui était ferme de rendu cloud. Parce qu'on avait un teaser en 3D, donc j'avais pris contact avec deux trois personnes qui fournissaient ce service-là, et je leur demandais justement est-ce que dans leur ferme de rendu on pouvait utiliser After. Et ils ont tous eu un petit rire gêné en mode eh Ouais. ben on aimerait bien, mais en fait ça marche, enfin, on n'y arrive pas. En fait, pour l'instant personne n'arrive en cloud à faire du rendu After. Parce que Ok. tout est, alors, je suis pas technicienne, hein, mais il y a, j'imagine plein de choses qui sont très bloquées par Adobe de leur côté, parce que d'ailleurs je comprends pas trop leur intérêt de bloquer à ce point leur logiciel, mais bref. Bah Tout après, ça pour se dire que passer d'un logiciel à l'autre, c'est pas si simple que ça. Ils ont pas tous les mêmes codes t'en as qui sont en Python, t'en as qui sont en C++, en Java, enfin, ouais, il y a plein de langues en plus différentes dans le code qui fait que ça, bah tout se après, complique. j'imagine que ce serait possible parce que de notre côté, on a pu avoir les infos qu'il fallait sur comment s'organise un fichier dans TV Paint par rapport à Harmony, par rapport à After. Et nous, on a pu Mhm. coder un truc, développer le truc pour que ça puisse exporter depuis Calipeg et le transcrire dedans, que tout reste, etc. Les calques et tout ça. Donc dans ce sens-là, c'est possible. Et dans leur sens à eux, ce serait possible aussi. C'est juste est-ce qu'ils Il décident de y le faire a, ou pas, quoi, je pense. ouais, ouais, non, mais complètement. Après, ben, tu vois, After, par exemple, c'est pas compliqué du tout de créer une genre de farm de rendu avec tes ordinateurs sur place, tu vois, et tous les connecter et que ça calcule tout pendant la nuit. Ou tu vois, ça on l'a fait sur bah, notamment RNC Célestine. Hmm. Mais c'est le truc par rapport au cloud. Je Ouais, ne c'est suis pas ça. la mieux Après, placée pour passer là-dessus. pareil, moi On s'avance sur un sujet où je suis pas le je trouve dev non des plus, mais conneries. c'est, à mon avis, c'est vraiment un truc de, ben, on met les efforts là-dessus, et puis, si on peut pas aller vers les autres, c'est pas grave. Je pense que c'est plus une question de priorité de leur côté. Mais c'est vrai que moi, je suis pour un truc Tu dois, qui tourne et qui puisse aller, là, à droite à gauche, selon les besoins et tout ça, bah, ça arrange tout le monde, quoi. nous, on est plus dans la philosophie partage de connaissances aussi que l'inverse, hein, mais il doit y Hmm. avoir tous les devs qui nous regardent et qui doivent être là en PLS. En mode, pas, je sais pas. Bah, nous, on est dev et on s'ouvre à tous les trucs, justement, et si on pouvait importer depuis Harmony et mettre dans Calipeg, bah, ce serait cool, même si là, pour Hmm. l'instant, c'est pas possible parce qu'on n'a pas les mêmes technos dedans. Mais voilà quoi, si le mieux c'est d'avoir un truc qui peut aller Non, mais partout, c'est, multiplateforme, pour l'instant on l'est pas, mais voilà quoi. tous les jours, on a des petites surprises. Bon, je dirais tous les jours, peut-être pas quand même, mais assez Hmm. régulièrement, on a des petites surprises un peu où on dit, ah ouais, c'est quand même, ils sont filous, hein, ils font quand même un peu tout ce qu'ils peuvent pour, Ouais, mais bon, c'est comme ça. Ça fait, bah justement, ça fait partie du taf de chef de studio où tu vas te dire, où tes dire prod, ils vont arriver en mode, ah, bah si, j'ai un truc pas si comme ça, ou ok. Puis en fait, ça te paraît simple et évident quand tu le dis comme ça, puis quand tu le testes, tu fais, bah, non, non. il y a un truc en fait qu'on n'arrive pas à résoudre, on sait pas pourquoi, ça marche pas, faut faire trop autre chose. Ouais, c'est ça. Un des sujets qui me tient quand même beaucoup à cœur, dont on n'a pas trop parlé, c'est les juniors. Oui. Les juniors, les stagiaires, le recrutement des juniors, qui est quand même enfin, j'interviens dans plusieurs écoles et j'ai l'impression que c'est le débat qu'il y a partout. Donc, je sais pas dans les gens qui regardent ta chaîne la proportion justement tranche d'âge et est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes ou quoi. Mais enfin,
Juste pour dire ça comme ça, c'est qu'il y a déjà, ils ont la chance, et après il faut qu'ils soient curieux quand même, Mm. mais ils ont la chance d'avoir maintenant accès à beaucoup, beaucoup d'informations liées à notre secteur. Déjà, bah, rien que ta chaîne, déjà, il y a beaucoup de choses Mm. dites avec des gens qui c'est bien, bossent vraiment dans notre milieu, c'est pas juste des gens sortis de Normalement, nulle oui. part. Il y en a plusieurs que j'ai vu passer, que je connais. Voilà, tu parlais de Jérémy Macedo par exemple Mm. tout à l'heure, où il y a Lou Boucher aussi. Ouais. Et, euh, donc voilà, donc ça, il faut qu'ils soient curieux parce que pour mieux s'insérer dans notre secteur qui est quand même devenu une industrie, hein, on va pas avoir peur des mots, c'est une industrie. Bah, il faut aussi comprendre cette industrie-là, il faut savoir à quelle porte toquer, il faut savoir comment bien candidater, comment faire une bonne bande démo, qu'est-ce que les recruteurs regardent, comment on fonctionne. Enfin bref, il y a quand même c'était un peu le sujet de la conférence que j'ai pu auquel j'ai pu intervenir au Radiraf là en novembre. C'était que les écoles elles vont faire d'eux des bons. Enfin, je leur souhaite de faire d'eux des bons techniciens et techniciennes. Mais il faut avant tout que ce soit des professionnels en fait Mm. en sortie d'école et donc bien savoir animer c'est la base. Enfin quand je dis animer on s'entend hein, ça va être Oui, c'est les design autres background secteurs. mais Ouais. avoir les bonnes compétences techniques on va dire c'est la base pour avoir un job. Mais pour les avoir ces jobs-là il faut aussi comprendre là où ils arrivent. Donc, il faut vraiment qu'ils aillent voir. Je sais que ça prend du temps, hein, de regarder des conférences et tout ça, mais voilà, écouter des podcasts, des chaînes YouTube, aller farfouiller justement sur le site du Radiraf qui filme toutes les conférences. Mais moi, j'aurais tellement aimé avoir ça quand j'étais étudiante, des conférences où on voit que des dirigeants de studios, dirigeants d'école échanger entre eux sur bah, toutes les problématiques liées à notre secteur et notamment les stages, les alternances et tout. Genre, tout ça, ça dure, c'est des conférences d'1 heure tout est filmé. Mm. Enfin, Les c'est infos sont hyper partagées, quoi. précieux. Il y a pas tant Ouais, que il y ça en de a plein, rétention, quoi. j'ai l'impression. Enfin, C'est ça va, ça. quoi. Il y en a plein. Il y a quand même les réseaux sociaux aussi qui aident beaucoup. Les gens, enfin, si un métier un peu particulier, je sais pas, assistant réel ou j'en sais rien, qui les intéresse, bah, contactez des assistants réels, rajoutez-les dans votre réseau, posez-leur des questions. Et en fait, ce qui saoule un peu les gens, c'est quand on sent que c'est un peu intéressé en mode, sinon, t'as pas un Mm. stage à me proposer? Ouais. C'est un Si équilibre qui est pas facile on à trouver sait non que plus, hein. ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'on sait que c'est galère les stages et tout, mais par contre, donc ça, c'est le truc où généralement on peut pas grand-chose pour vous. Enfin, je dis on, c'est les professionnels. Mais par contre, échanger sur nos métiers, échanger sur peut-être faire un retour sur les démos, enfin, j'en sais rien. En fait, les gens sont très ouverts, enfin, un monde un peu bisounours quand même, même s'il y a forcément des monstres au milieu, mais c'est un monde qui est quand même très cool, quoi. Donc voilà, soyez curieux, nourrissez-vous, ne soyez pas que focus sur votre, comment dire, vos compétences techniques. Enfin, à mon sens, c'est 50-50, quoi. C'est Ouais. 50% de compétences techniques et 50% de comment se comporter en entreprise, à qui s'adresser, se construire un réseau, la Mm. base de tout. Dans notre secteur, tout se passe avec le réseau et quand on est en école, le réseau, ça commence par vos camarades de classe, les Qui promos vont peut-être d'avant, les promos réaliser un d'après. truc plus tard et tout. Bah Enfin, ouais, d'accord. exactement. Et puis les intervenants aussi. Donc cultiver ce réseau-là et puis petit à petit ça vous y arriverez. Mais après voilà, on est tous passés par là, on sait à quel point c'est dur d'envoyer 50, 60, 70 candidatures, d'avoir trois réponses pour au final te dire non. Mm. C'était pareil il y a 10 ans. Hein, Donc, Donc tu parlais justement du côté le réseau, c'est le plus important, c'est un truc qui est évoqué dans quasi chaque discussion, je pense, en vidéo. Donc c'est un truc qui peut faire un peu peur entre guillemets parce que on a l'impression qu'il faut connaître des gens en particulier, sinon ça marchera jamais et tout. Alors que c'est plus de discuter avec plein de gens différents qui travaillent déjà dedans et juste de faire des contacts. Mais comme tu dis, c'est pas le côté intéressé forcément, même si ça peut être évidemment, on se dit si je le fais pas, ça marchera pas peut-être. Donc il y a forcément ce côté un peu intéressé en arrière-plan, on va dire. Mais voilà, c'est juste rencontrer des gens et tout. Est-ce que tu as justement soit des retours d'expérience là-dessus, soit même des conseils, des trucs par rapport à tout ça? retour d'expérience, mais plus de professionnel, pas de Oui, chef studio. C'est un professionnel qui a dû se construire aussi un moment un réseau. c'est ça. Déjà, on va pas se leurrer, ça commence par l'école dans laquelle t'es.
Il y a des écoles qui entretiennent mieux leur réseau que d'autres. Il y a aussi des promos où ça prend mieux en termes d'alchimie au sein de la promo et entre promos. Mais ouais, j'ai envie de dire que la première clé, c'est pendant les études, pour celles et ceux qui font des études dans les écoles Mm. d'anime. Il y en a aussi qui sont autodidactes et voilà. Et ça peut marcher aussi, mais Et ça disons peut que marcher aussi, mais le côté en fait, il faut réseau se créer une communauté. voilà, doit se faire dans un truc annexe, que ce soit, Ouais, ça peut être à travers des, j'en sais rien, des Discord, des trucs où les gens parlent exactement. d'anime et sont des pros, etc. Parce que c'est souvent Ouais. relativement ouvert, en fait, pour même les gens Mm. qui sont pas encore pros. Donc il y a d'autres moyens, le fait d'aller justement, si on est dans le coin d'Angoulême, d'aller au Radiraf, si on est dans le Mm. coin d'Annecy, d'aller, même sans forcément aller au MIFA si on peut pas payer le truc. Les Mm. gens circulent dans la ville pendant une semaine, c'est Ouais, intéressant et complètement. tout. Et C'est un peu ce truc-là, tu les quoi. retrouves tous au même bar, hein, le Aussi, soir, ouais. accessoirement. Café des Arts, primo, C'est ça, Deuxio. ouais. Le Deuxio, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un peu c'est un peu le bar, on va dire, technicien et le bar producteur, chef de studio. Ouais, moi j'avais pas été ailleurs qu'au Café des Arts l'année dernière, mais peut-être que je ferai les deux cette année, on verra bien, Ouais, bon, selon les faut conditions, graviter, quoi. hein, C'est ça, ouais. et mais donc oui, en effet, quand t'es indépendant, autodidacte ou quoi, bah justement, il y a pas que, enfin, il y a pas que toi, quoi. Il y a d'autres personnes qui sont dans la même problématique et qui ont Ouais. envie de connecter pour se soutenir et tout ça. Les Discord, c'est clairement une bonne base. Mais donc ouais, quand on est dans les écoles d'animation, tout ce qui est BDE, soirée, enfin, c'est là aussi en fait où tu apprends à connaître les gens en dehors de juste les cours et c'est là où où les liens se créent parce que le réseau c'est avant tout créer du lien en fait, c'est pas Mm. juste te dire j'ai telle personne dans mon réseau LinkedIn en Ouais. fait ça veut C'est pas rien un dire. Pokédex. Non, complètement. Moi, c'est pas parce que tu as croisé une personne dans ta vie que Ça. d'un seul coup, je veux dire, si tu regardes mon LinkedIn, j'en ai plein des gens, mais là, pourtant, j'essaie de faire un peu attention à prendre, enfin, accepter que des gens justement, que j'ai au moins rencontré une fois dans ma vie, Mm. avec qui j'ai vraiment parlé une fois dans ma vie. Mais, euh, mais ouais, le réseau, c'est créer du lien, pas juste croiser quelqu'un. Donc voilà, donc du coup dans les études, bah déjà essayer de créer du lien. On vous demande pas d'être super pote avec tout le monde, mais juste de garder ce prisme que bah c'est ce premier, ces gens-là, c'est votre premier réseau quoi. Et que après là vous vous dites bah on est tous étudiants et étudiantes, mais refaites le tour 5 ans ou 10 ans plus tard après votre sortie d'études de tous les gens qui étaient dans votre promo, vous allez Mm. voir les différences de parcours et les pays et les Ouais. donc et ça bon c'est sûr que toutes les écoles sont pas logées à la même enseigne là-dessus. Il y a des écoles qui favorisent un peu plus le réseau alumni que d'autres et des écoles qui forment mieux que d'autres et donc du coup leurs anciens sont dans des studios alors qu'il y en a Ouais. d'autres où Et donc ils malheureusement les reviennent gens pour enseigner, enfin il y a plein de trucs comme ouais ça. on connaît tout ça Mm. et voilà donc des écoles où tu as des gens qui sont diplômés tu sais pas ce qu'ils viennent donc ça, bon bah a priori c'est que c'est pas c'est une école Ouais. où c'est un peu plus compliqué que pour d'autres. Et après, bah, c'est un peu la même logique quand tu arrives en studio. En fait, en studio, tu es dans une équipe, bah, faut voir ça un peu comme ta promo. Et c'est bien de connecter avec ces gens-là. Alors, chacun sa façon de faire. Ça peut être aussi d'aller boire des verres. Ça peut être de proposer. Nous, des fois, on fait des soirées enfin, on l'a fait une fois. On aimerait bien le faire plus, mais des soirées jeux de société, par exemple, interprojet. Il y en a qui se font des karaokés de temps en temps, il y en a qui, Mm. enfin bref, c'est voilà, juste d'essayer de se voir en dehors du taf, et même si c'est pas en dehors du taf le soir, ça peut être juste le midi, de prendre le temps de manger avec les gens et d'essayer de voir des gens un peu différents, même pendant les pauses café. C'est en fait juste de sortir 2 secondes derrière son écran et d'aller parler avec les gens qui sont pas forcément les gens avec qui tu parles au quotidien, les gens d'autres productions et tout. Bah ça c'est du réseau en fait, c'est hyper précieux quand t'es dans un studio où t'as 60 personnes qui bossent. Mais dès que t'es stagiaire, hein, je veux dire, c'est dès que t'es stagiaire, bah va parler avec les gens, quoi. Bon après je Ouais. sais, les gens ils vont se dire, oui bah encore faut-il avoir son stage. Oui je Aussi, ouais. sais. Bon mais Et puis c'est pas forcément être aller discuter, c'est pas forcément être extraverti de fou et tout, parce qu'il y a beaucoup aussi non, d'introvertis en anime. C'est un endroit où il y a certainement le ah plus ouais, de gens introvertis. Mais ouais du coup, mais ça, on est entre nous et tout. Il y a un truc un peu plus. Enfin, c'est ça peut être pas aussi difficile que dans d'autres secteurs aussi d'aller parler avec des gens, de ouais. connecter sur ah t'as vu tel film, machin, tu joues à tel jeu. Ça peut être un peu plus rapide que si tu travailles dans un endroit où tu sais pas du tout si les gens aiment cet univers aussi quoi.
Ouais, s'il y en a qui se reconnaissent dans justement ce que tu viens de dire sur le côté, tu peux être aussi introverti ou avoir euh, voilà des non-facilités sociales, on va dire. Allez voir sur le site du Radiraf, encore une fois, Hmm. la conférence de Sami Feich de l'année dernière, qui était plus axée sur le harcèlement moral et sexuel dans les entreprises. Mais en fait, lui, Ouais. il parle du coup aussi de son parcours et lui, c'est quelqu'un qui a découvert assez tardivement dans sa vie, c'était il y a quelques années qu'il était autiste et il en parle en fait de manière très libre et il faut savoir aussi que c'était un directeur d'anime. Donc, vous voyez, on aurait pu enfin, on n'aurait pas pu se douter spécialement de ça. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est quelqu'un en tout cas qui en parle facilement et qui bosse dans notre secteur. Donc sa parole est intéressante à entendre pour inspirer d'autres personnes. Et de manière générale, faut que les gens sachent en effet qu'on est hyper habitué dans les postes de production, direction studio, etc., à avoir tout un tas de personnalités. Toutes très différentes dans nos équipes et la plupart c'est plutôt en effet des personnes qui manquent de confiance en eux, qui ont ouais, qui ont du mal à s'exprimer en public, qui une forme de timidité et sincèrement je pense qu'il y en a plein dans nos équipes qui ont des prismes enfin qui sont du Hmm. spectre autistique et qui ne le savent pas ou qui s'en doutent et qui n'ont pas forcément fait les démarches ou des neuroatypiques il y en a je pense vraiment beaucoup dans notre milieu et on est habitué en fait c'est pas bizarre pour nous en fait et justement c'est ça aussi qui est trop chouette pour tout le monde quand on arrive dans ce secteur, c'est qu'il y a ce truc où on se sent à sa place en fait. On se sent enfin entouré de gens comme nous Ouais. qui comptent tous un peu aux yeux de la société. On est vu comme des espèces de saltimbanques qui dorment sous les ponts et qui profitent de la société ou je sais pas quoi. Mais on sait très bien que c'est pas le cas et qu'on est avant tout là parce qu'on est pas par l'amour de ce qu'on fait et parce qu'on est tous passionnés par l'animation et donc voilà donc en effet s'il y a des gens qui se disent bah ouais, mais faire un réseau moi je sais pas trop parler aux gens et tout personne ne le fera à votre place ça c'est sûr qu'il faut un Hmm. moment faut essayer de sortir de sa coquille mais n'ayez pas peur du jugement vraiment il y a très peu enfin moi dans 10 ans franchement j'ai pas vu beaucoup de situations de personnes malveillantes jugeantes enfin toutes ces peurs qu'on traîne depuis le collège de harcèlement au collège ou je sais pas quoi genre, c'est vraiment on a cette chance là dans notre secteur quoi donc rassurez-vous là-dessus quoi. Et oui, c'est ça. Et puis ensuite, un des trucs aussi qui est souvent dit dans ces vidéos-là, c'est le côté, une fois que t'es rentré dans le secteur d'une façon ou d'une autre, ça peut se débloquer relativement vite en fait. Ouais, Un truc de, t'as fait clairement. un stage, et en fait, ensuite on va te rappeler parce que bah, t'avais bien fait les accessoires dans telle production en stage, Mm. et 2 ans après, tiens, enfin, ça peut vraiment être de tout et n'importe quoi comme retour, et ça peut très vite faire boule de neige en fait. Si on est au bon endroit et qu'on a fait le bon truc, qu'on a la bonne compétence, Mm. normalement, enfin, la plupart du temps, si t'as déjà mis un pas dedans et que t'es compétent, compétente, ça tourne relativement bien de ce que j'ai Complètement. entendu. Le premier pas, enfin ce qui est le plus dur, c'est le premier pied dans le secteur. Après, si ça se passe bien et que tu es sur des postes où il y a du taf, Hmm. parce que tu peux être sur un effet un poste de design props, bon les design props, tu vois, t'en as pas tous les 4 matins non plus, hein. Ouais. Donc bon, voilà, c'est sûr que à compétences équivalentes, je veux dire, tu as plus de chances de trouver du taf dans l'animation que dans du design, par exemple, parce qu'il y a juste moins de gens, en fait, enfin moins de postes en design. Hmm. Sur un long métrage, tu as une personne en design caractère, tu vas avoir 15 personnes en anime, donc voilà. Ouais. Mais oui, enfin, en tout cas, le plus dur, c'est le premier pas, et après, si ça marche, t'es rappelé, quoi. Il y a pas de, c'est pas dans notre intérêt, nous, côté studio, d'essayer de renouveler enfin, perpétuellement les gens. Au contraire, en fait, les gens avec qui ça se passe bien, avec qui on aime bosser, bah, s'ils sont dispo, qu'en termes de style, ça match aussi, de style de projet, je veux dire, parce que t'as des gens, ils sont très sur du cartoon. Quand je fais du Splinter Cell, c'est pas très cartoon. Hmm. Donc t'as des gens avec qui on adore bosser, pas pour autant qu'on les basculera sur ce projet-là, parce que c'est pas du tout leur délire et qu'ils savent pas faire ce style-là. Mais ouais, nous, enfin, les studios, ils ont leur petit réseau qu'ils chérissent très fort et qui rappellent à chaque fois le plus possible, en fait, hein. Donc, Oui, c'est ça. Et puis, et ouais. puis en fait, les gens aussi, il y a, tu sais, les studios, il y a un petit peu, je sais par exemple le réseau Fust, ça gravite un peu, tu vois, si on n'arrive pas à les faire enchaîner d'un projet à l'autre,
La plupart, ils vont aller à JSBC ou La Cachette, et puis ça tourne entre ces trois studios, tu Hmm. vois. C'est un peu un réseau commun. Donc du coup, des gens avec qui tu as bossé chez Fuzz, bah, potentiellement, en fait, ils vont te rappeler après à La Cachette. Donc tu vas aussi les revoir, puis rencontrer d'autres personnes qui après vont aller chez JSBC, qui vont revenir chez Fuzz, et puis ainsi de suite. Ouais. C'est un petit monde même au sein de deux, trois entreprises, je veux dire. Mais c'est ça qui est particulier aussi dans ce secteur-là, c'est que tout le monde, sauf si t'es vraiment, voilà, un poste où tu restes là parce que tu gères le truc, mais tu passes d'un endroit à un autre. Donc potentiellement, tu vas te Mm. dire, ah ben, en fait, j'étais à ce studio-là, j'ai travaillé Mm. avec Truc, et il se trouve que ben, je vais dans l'autre studio, et là, je vais dire, bah, Truc, elle fait un super taf, et puis boum, Ouais, tu vas passer. exactement. Et en fait, tu peux très vite comme ça passer d'un truc à l'autre. Après, je sais pas à quel point, je sais pas quelle est la proportion de gens qui n'y arrivent pas justement, parce que ben forcément, moi, je discute avec des gens qui au moins ont eu un travail, voire Mm. plusieurs et tout, donc j'ai pas trop d'infos sur qui n'arrive pas à rentrer dans le truc, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un truc de plus en plus d'écoles, de plus en plus de gens qui veulent travailler dedans. Ouais. Et donc voilà, il y avait aussi le retour de, il y a beaucoup de gens, mais il y a quelque part énormément de juniors qui arrivent, et que des fois, bah, on cherche plus des middle ou des seniors, et qu'il y a quelque part la proportion est pas évidente à gérer, quoi. Moi, ça, pour le coup, je l'ai vu, hein, enfin, je le vois des deux côtés, hein. Je le vois côté chef de studio, ancienne leader prod, et je le vois côté intervenante dans les écoles, où, bon, déjà, la question des stages, ça fait 7 ans que je donne des cours dans les écoles. Et en 7 ans, j'ai vraiment vu que c'est devenu de plus en plus difficile pour les stages, Mm. et pas que à cause du Covid. Le Covid, il a bon dos. Ouais. C'est sûr que l'année 2020, c'est un peu particulier, mais je veux dire 2021, là, c'était plus tellement une question de Covid. Donc ouais, donc déjà la question des stages, c'est sûr, c'est de plus en plus compliqué. La question de l'employabilité en sortie d'école, j'ai pas pu le voir sur toutes les écoles parce que la plupart que je vais voir, je donne que 2 jours dans l'année de cours, donc tu vois c'est rapide, j'ai pas le temps de vraiment connecter avec les étudiants que je vois en face. Mais il y a certaines écoles où je revenais tous les mois où j'avais le temps vraiment de connaître ces personnes-là. Et même des écoles très bien formées, euh, t'as quelques pépites qui arrivent à trouver du taf pile après leurs Mm. études par concours de circonstances aussi. C'est pas qu'une histoire de formation. C'est voilà, bah, il se trouve qu'à ce moment-là, en juillet ou en septembre, il y a tel poste qui s'ouvrait en junior et qui leur ont proposé. Mais même des gens très bien formés, parfois, ils mettent 6 mois, 8 mois avant d'avoir le bon poste parce qu'il faut aussi que le poste soit là, en fait, que les étoiles soient alignées pour Mm. qu'il y ait un poste junior à ce moment-là, quoi. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui... L'arrivée des plateformes a pas trop aidé par rapport à ça, quoi. Parce que Ouais. avant, alors oui, il y a plus de postes, enfin, il y a plus de taf, il y a le secteur est plutôt en pleine expansion et tout, mais les projets sont tellement tendus et les gens ont tellement la tête dans le guidon ils ont pas forcément le temps de former et puis il y a beaucoup moins le droit à l'erreur en fait quand tu fais un truc il faut que ça tape juste il faut que ce soit tu vois, il faut que Mm. ça vende bien le truc pour que ce soit validé par ton client un peu compliqué en face et donc du coup bah ça on cherche beaucoup plus de seniors middle ou très bons middle quoi que de Ouais. juniors et Donc donc quand ça on dit ça bah, senior ça joue middle, aussi quoi. senior, c'est 5 ans d'expérience ou plus, quoi. En gros, j'ai Ouais, entendu alors ça comme ça, base. C'est c'est une base, très, hein, mais voilà, quoi. ouais, c'est ça, parce que chaque personne a un petit peu sa grille de lecture, mais pour moi, il y a deux critères par rapport à la seniorité, c'est en effet le nombre d'années d'expérience. Nous, côté First, entre 0 et 2 ans, c'est junior, 3 à 6, c'est Mm. middle, 6 et plus, c'est senior. Ça, c'est le premier critère. Et je parle vraiment quand je dis de 0 à 2, c'est 2 ans de travail quasi plein, quoi. Je veux dire, ceci Oui, c'est si ça fait ça. 2 ans que Genre, t'es j'ai eu sorti 3 ans d'école, de mais rien, t'es pas middle, quoi. ouais, si ça fait 2 ans que t'es sorti d'école, mais t'as bossé 8 mois, tu vois, tu restes junior un peu plus longtemps. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est le niveau d'autonomie de la personne. Mm. Un junior, j'attends pas de lui qu'il soit autonome. A priori, il aura du mal à estimer son temps. Il va vraiment falloir l'encadrer, être à côté de lui, l'aider à surveiller ses quotas, à trouver des solutions. Enfin, il a plein de choses à apprendre, quoi. Un middle, pour moi, il sait s'auto-gérer. Tu vois, il sait gérer son temps. Tu lui demandes combien de temps il met à faire telle ou telle chose, il saura te dire, quoi. Par contre, il n'est pas encore suffisamment autonome pour pouvoir, je sais pas moi,
prétendre à des postes de lead, tu vois, d'encadrement ou former des gens ou que sais-je. Senior, a priori, tu es censé pouvoir former, encadrer s'il faut, et voilà. On vous a donné les grandes Voilà, lignes c'est ça. Ça générales et dépend, après, etc. s'il y a des trucs où ça vous semble pas très juste et tout, de toute façon, la règle d'or, c'est d'en parler avec votre prod, de poser la question, en fait, de pourquoi. A priori, si on fait pas ça juste comme ça pour le kiff, on a Mm. des raisons, qu'on peut argumenter derrière. Après, vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord, mais ça, c'est après, c'est chacun son, enfin, voilà, Ouais. c'est chacun son métier aussi. Mais voilà, posez la question à vos prods si vous avez des interrogations, quoi. Par rapport à ce côté insertion des juniors et tout, est-ce qu'il y a un truc en particulier qui peut les aider, comme tu disais, pour le fait qu'ils soient pas encore autonomes? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut, même avant le premier travail, commencer à intégrer dans sa façon de faire, etc., qui peuvent aider ensuite quand on est dedans, quoi? Bah déjà, tout ce qu'on se disait sur ce mieux comprendre notre secteur. Mm. Je pense que ça, c'est vraiment un truc essentiel pour mieux s'en sortir en tant que junior, parce que du coup, on saura mieux se présenter, mieux faire sa bande démo, mieux se vendre, en fait. Euh, une erreur fréquente aussi des gens qui cherchent des stages ou des jobs dans leurs démos, c'est surtout dans les démos, portfolio un peu moins, mais dans les démos, c'est comment dire, on dit souvent le manque de diversité dans les projets, mais c'est pas tant le manque de diversité, c'est en fait, dites-vous que le recruteur, quand il regarde votre travail, il le regarde avec le prisme d'un poste en tête et d'un type de projet en tête. Et donc, en fait, on va regarder, en fait, on va pas regarder forcément attentivement l'ensemble de votre travail. En fait, on va chercher chercher dans votre travail qu'est-ce qui nous fait penser à ce pour quoi on est en train de recruter pour qu'on Mm. puisse se projeter. Nous, proposer un taf, c'est une prise de risque pour un employeur parce qu'une fois qu'on a fait un contrat, on est coincé, si je puis dire, en fait, pendant quelques temps. En fait, on peut pas licencier les gens comme ça, Ouais. malgré Ce qui les est gens bien, mais je comprends la oui, oui, non, contrainte mais tant aussi. mieux. Sinon, il y aurait des abus dans tous les sens. Ouais. Mais les gens pensent à tort que parce que tu es intermittent, tu peux être licencié du jour au lendemain. Pas du tout, hein. Ouais, Il y a non. le code du travail comme n'importe qui. Il y a quand même une Enfin, durée de tu travailles pendant et tant de temps, etc. bien Ouais. sûr. Donc, nous, quand on embauche quelqu'un et qu'on fait un contrat, c'est pas à la légère, quoi. En fait, si ça se passe pas bien avec cette personne-là, je peux pas lui dire, ciao, quoi. Mm. Donc, pour limiter cette prise de risque, on a besoin de voir en fait le plus possible que vous savez faire ce pourquoi on va vous proposer ce travail-là. Donc, par exemple, bon, vous avez évidemment quand tu sors d'école, tu as tes exercices étudiants, des travaux personnels, des trucs comme ça. Mais ce qui est bien, c'est aussi de regarder les studios qui vous intéressent, les prods qui vous intéressent, et d'essayer de refaire des choses dans cet esprit-là. Oui. Par exemple, dans les candidatures Splinter, j'ai une personne qui, on avait trouvé ça trop mignon d'ailleurs, qui, alors que le projet, il y a rien qu'à fuiter de style d'anime, ou tu vois, les gens savent pas en Mm. fait à quoi va ressembler la série. Euh, il y avait quelqu'un qui avait fait un petit plan d'anime test avec ce qu'elle s'imaginait de Splinter en animation réaliste et tout, quoi. On avait trouvé ça trop bien. J'ai des gens qui ont essayé de refaire des plans du Sommet des Dieux, qui ont vu le film et qui ont essayé, même si c'était le truc était à côté comme ref, hein, mais en fait, essaye déjà de refaire ça, de bien le Ouais. refaire dans un quota classique. C'est déjà bien en fait en vrai. Hein. Si tu arrives à montrer un plan du Sommet des Dieux dans un quota long métrage, donc Mm. d'essayer de faire des tests aussi. En fait, ça revient un petit peu à ce que je viens de dire sur le Sommet des Dieux, mais quand les tests d'animation et ce genre de choses, c'est des bons entraînements aussi quand ils sont faits dans des conditions correctes. C'est des bons entraînements aussi pour se faire le dessin dans le style de. Même si le test n'est pas forcément réussi ou que c'était trop dur ou que sais-je. Donc voilà, en fait, aidez le plus possible les recruteurs à se projeter sur votre travail. Renseignez-vous sur le secteur pour savoir où vous mettez les pieds. Et puis, soyez pro aussi. Oubliez pas quand même que, encore une fois, c'est une industrie, que c'est un employeur à qui vous vous adressez, comme n'importe quel employeur, tu veux prendre des congés, faut demander l'autorisation. Quand tu as un doute, faut poser la question. Enfin, tu dois référer et demander à Mm. ton employeur sur beaucoup de choses, quoi. Plus en fait vous faites une bonne impression justement aux personnes professionnelles avec qui vous allez discuter et que la personne arrive à se dire bon non seulement techniquement le taf enfin, c'est une belle démo, un bon portfolio et tout, mais en plus humainement franchement la personne a l'air super sympa, très cool, rigoureux, carré.
Enfin, en fait, c'est ça l'image qu'on a envie de retenir de vous, en fait, pour pouvoir se dire, bah, en fait, moi, tous les feux sont ouverts, allons-y, quoi. Ouais. Si on a quelqu'un avec qui on a bah, donc, une super bande démo ou un super portfolio et qu'on sort de l'entretien en se disant, putain, mais il a le melon, celui-là, non, mais Mm. enfin, tu vois, il se prend pour qui, quoi. Ou à l'inverse, ben, je sens que ça va être compliqué pour avoir les bonnes infos. Il va falloir passer pas mal de temps avec les leads. Ils vont devoir être très vigilants ou tu vois. Et si on commence à se dire ce genre de choses, ça veut pas dire que c'est rédhibitoire non plus, hein. Mais bon, bah, on va peut-être plus facilement aller vers la personne qui va s'intégrer plus facilement dans justement les contraintes de fabrication et de l'entreprise, quoi. Ok, je Ça, c'est comprends. les choses c'est les choses qui peuvent permettre de démarquer un peu par rapport aux autres. Et ben après, faut aussi déculpabiliser un peu tous les juniors qui, notamment ceux qui cherchent des stages. On va faire 2 secondes des maths, hein, mais là actuellement en France, on est un peu plus de 9000 à travailler dans notre secteur. Les entreprises, mettons que les entreprises soient toutes de plus de 20 salariés et donc ne puissent pas prendre plus que 15% de stagiaires Mm. parce que c'est les quotas légaux. Si tu fais les maths, je crois que ça fait 1200, je crois, places en stage en même temps, Ouais. voilà, en même temps. Si vraiment tous les studios sont pleins, enfin, genre vraiment sont au full de leur quota, ça marche pas, en fait. Je crois que le RECA disait qu'il y avait plus de 1400 diplômés par an. Donc, sans compter aussi les recherches de stage en cours d'études. Statistiquement, en fait, c'est pas possible que tout le monde trouve un stage. Ouais. Donc, donc, Après, il y a des stages à l'étranger dans certains cas, mais après, je sais aussi que, enfin, faudrait peut-être voir aussi comment est la valorisation du stage dans le sens où je comprends que le stage soit euh, indispensable au fait d'avoir le diplôme, mais mm, c'est peut-être un truc qui à force évoluera et que à ce moment-là sera plus mis en valeur sans être rédhibitoire. Enfin, je sais pas trop. malheureusement, j'ai l'impression que ça va pas évoluer en bien, enfin, par rapport à cette Ouais. question-là, parce que déjà, plusieurs écoles annoncent augmenter leurs effectifs dans les années qui arrivent, donc bah, plus de recherche de stage. Deux, beaucoup d'écoles maintenant ne sont plus indépendantes, appartiennent à des groupes, essayent de se conformer au système licence, master, doctorat, Hmm. qui sert d'équivalent après pour les justement à l'international, etc. Et en fait, pour que ces diplômes-là soient reconnus et validés en tant que tels, il faut valider une expérience en entreprise pendant ton cursus. C'est obligatoire. Ok. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que du coup, on a vu fleurir beaucoup de trucs de stages de 6 mois et qui sont devenus obligatoires parce qu'en fait, c'est obligatoire pour valider le diplôme. Ce qui était moins le cas à une époque. On disait que les diplômes étaient, enfin, que les stages, pardon, étaient obligatoires pour valider le diplôme. Mais en vrai, bon, on pouvait s'en accommoder. Enfin, tu vois, il y avait des arrangements Hmm. possibles, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Et je découvre ça un petit peu justement au fil de mes expériences dans les écoles où je discute avec les responsables pédagogiques ou les dirigeants d'école. Et, et bah, je comprends leurs problématiques, hein, Ouais. pas de sujet de pourquoi ils en sont là, mais ça va clairement pas aider la question des stages. Et puis notre secteur, il va pas être en croissance comme ça indéfiniment non plus, hein. Là, justement, j'en parlais avec des producteurs, mais que là, il y a un truc un peu cyclique en fait Hmm. dans le secteur de l'animation, que ça dure 2-3 ans à peu près. Et en fait, c'est dépendant des financements et de quel projet se monte. C'est comme un projet entre le moment où tu le montes et le moment où il se finit, il se passe 2-3 ans. D'où le cycle en question. Là, on arrive à la fin du cycle, euh, comment dire, Eldorado de Ouais. l'animation. Dans les prochaines années, là, il y aura peut-être encore des projets plateformes, mais en vrai, ça, on n'en sait rien. Peuvent très bien du jour au lendemain dire qu'ils vont fabriquer tous leurs projets au Canada ou à Londres, Bah hein, ouais, c'est ça. ils ont le droit. Et tout ce qui est production indépendante, là, moins de financement, un peu plus, il y aura moins de projets ces prochaines années. Donc Hmm. les 9000 en question, là, il y aura peut-être moins de jobs. Donc déjà, ceux qui sont dans le marché galéreront peut-être un peu plus à retrouver. Et du coup, bah, moins de place aussi à des primo-entrants, quoi. Donc, et à côté de ça, t'as le CNC qui est là en mode, c'était France 2030, je crois que ça s'appelle, en mode, hey, création d'emplois, tout ça. Ouais. Bon, c'est pas, Après, pour... j'entends toutes ces discussions, j'en suis pas une experte, mais ça m'inquiète un peu, moi, j'avoue, pour la suite, justement, juste la gestion de l'emploi dans nos secteurs, quoi. Bah c'est ça, parce que comme tu dis, c'est des cycles et tout. Et après, juste pour le côté un peu plus
optimiste, si on peut dire, Joyeux, c'est réjouissant, qu'il y a faisons pas, pas, parce que c'est déprimant ce que je dis. c'est qu'il y a pas c'est qu'il y a pas que le côté studio d'anime, que ce soit indépendant ou autre. Il y a de l'animation partout dans d'autres trucs. Il y a de Ah l'image oui, non, dans plein de ça, choses. Donc tu peux aller travailler dans d'autres choses où tu vas animer, faire de l'image, sans que ce soit un film long métrage ou une série. Donc il y a aussi ce bien côté-là sûr, où il y mais a de plus en plus d'images partout. Mais voilà. ça demande beaucoup de, bah, on parlait tout à l'heure de, tu sais, de se prendre par la main, Mm. maturité, tout ça, bah, là, ça en demande d'autant plus. En fait, c'est presque du freelancing, en fait, pour faire ces choses-là. Ouais. C'est de se dire, bah, voilà, en fait, tu vas te mettre à ton compte et tu vas aller chercher tes propres clients et gérer tes propres projets. Alors, ça sera peut-être des plus petits projets, mais ça devient du freelancing en fait dans ce cas-là. Et même Mm. l'international, il y a évidemment des boîtes internationales, mais euh, tu n'as pas tout le marché de l'animation française qui va pouvoir d'un seul coup débarquer dans les boîtes internationales. Et en Ouais. plus, les boîtes 2D à l'international, il y en a pas tant que ça en vrai. Hein, Des grosses prods par 2D, il y exemple, en a assez peu, hein, finalement. bah c'est Même ça. dans Et tout, puis quoi. bah, ceux qui me venaient le plus à l'esprit, c'était Spa Studio en Espagne. Ils se sont pris une bonne tuile là, en décembre avec l'annulation de Ember, là, le film Netflix. Mm. Donc et dans le reste du monde, il doit y en avoir. Alors, je pense à Titmouse, je pense à plein de choses, mais il y a quand même une sacrée diversité d'animation 2D en France et de styles de studio en France qui permettait à ce que chacun trouve un petit peu son bout de gras. À l'international, je pense que la 2D c'est un peu plus compliqué. 3D, par contre, t'as plein de choses qui s'offrent à toi. Ouais. Mais ouais, non, vaste sujet. Après, voilà, on verra bien. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est des J'ai pas envie de impressions. déprimer tout le monde avec mes prévisions. Bah, en même temps, je comprends le truc, hein. Après, moi, je travaille dans l'animation indirectement avec le dev de l'app et avec ces trucs-là, mais je sais que ça, c'est pas forcément un truc où moi je voudrais être vraiment dans le secteur de l'anime, à chercher du boulot dans l'anime, etc. Parce que je sais que c'est pas forcément des trucs évidents. Il y a le côté aussi rendement, etc. qui est plus compliqué. Mais voilà, quoi, il y a de plus en plus de monde qui veulent faire ça, de plus en plus d'écoles. Après, il y a différents niveaux d'écoles aussi. Il y a des écoles qui se montent où finalement tu as l'impression que c'est pas ouf ce qui se passe en termes de formation dedans. J'ai pas d'exemple en tête, mais il y a beaucoup trop d'écoles pour que tout soit au top, j'imagine aussi. Et enfin voilà, quoi, En plus, elles sont toutes c'est au même pas. prix, donc même le prix n'est pas un bon indicateur de qualité de formation. Donc, Ouais, voilà. Donc il y a tous ces trucs-là, mais il y a voilà, énormément de, énormément de choses. mais pour essayer de finir sur une note un peu positive par rapport à ça et les années qui arrivent, en fait, la clé de tout ça, c'est qu'il faut qu'on regagne notre indépendance en France, notre indépendance de production. C'est que là, avec le Covid, ah bah, les plateformes, elles, c'était tout le monde a eu un compte dans je sais pas combien de plateformes. Mm. Voilà, donc eux, ils ont plein de rentrées d'argent. Tout le monde a binge-watché tout ce qu'il y avait et donc demande beaucoup de enfin, ils veulent du contenu nouveau en fait en permanence, donc ils sont venus en Europe, nouveau territoire sur lequel ils n'étaient pas encore, pour fabriquer tout ça. Mais comme on disait, ces plateformes, elles peuvent se casser du jour au lendemain, déjà se casser, c'est-à-dire eux-mêmes se casser Partir. la gueule, je veux dire, tu vois, Ouais. et puis aussi partir et décider d'aller dans d'autres studios. On sait pas comment demain sera fait, et puis on n'est pas marié avec eux, quoi, je veux dire. La seule chose qui peut pérenniser l'emploi dans l'animation en France, c'est la production indépendante. C'est tous les producteurs délégués qu'il y a en France depuis un paquet d'années et qui se battent justement pour qu'on ait des beaux projets et de la diversité, etc. Et pour ça, en fait, il faut que les gens, j'ai l'impression de faire de la propagande là, mais il faut que les gens retournent dans les salles de ciné, même si c'est pas forcément pour aller voir des films d'animation, même si ça aiderait doublement, mais Mm. juste déjà d'acheter une place de ciné, Ça ça fait participe à rentrer. l'ensemble. Ouais. Bah ouais, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses du CNC. Donc là, quand t'as des Marvel qui sortent ou des Avatars qui sortent, le CNC, ils sont contents. On est tous Mm. contents. Puisque dans tous les cas, il y a de l'argent qui va pouvoir être distribué derrière. Mais c'est encore mieux si vous allez voir des films d'animation indépendants. Parce que là, non seulement ça met de l'argent dans les caisses du CNC, mais ça Mais permet aussi aussi, à un ouais, producteur de pas être endetté c'est ça. et de pouvoir réinvestir dans d'autres projets derrière et de créer de l'emploi. Donc voilà, en fait, c'est ça aussi. C'est un peu dans, je crois que c'est un peu dans la veine globale en fait du Made in France et mangeons local, tu vois. Ouais. C'est un peu ça aussi quoi. Si on veut si on veut en fait continuer à avoir du taf dans notre secteur, bah il faut aussi que notre secteur dans sa diffusion ça marche en fait. Il faut que les gens achètent nos projets, il faut que les gens aillent voir nos films au cinéma, enfin voilà, il n'y a pas de secret, donc incitez tous vos proches, toute votre famille à aller au ciné, à acheter des DVD,
voilà, pour aller voir des films d'animation français et ça ne peut que aider notre secteur. Voilà. Merci d'avoir partagé tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup d'informations à la fois sur le métier, sur le secteur et Ouais. tout. Donc, c'était assez dense, mais je pense que ça va être intéressant. Tu vas avoir un taf en montage. Bah, justement, pas trop, parce que je vais laisser plus ou moins tout, quoi. Il n'y a pas grand chose à enlever, et puis ça va faire Ok. juste un truc de 1h20, et puis voilà, quoi. Ok. Bon, bah, merci à tous celles et ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Vous êtes les survivants, on va dire. Et puis, bien, peut-être à bientôt pour un autre sujet ou autre chose, avec plaisir. Bah, écoute, avec plaisir. Merci beaucoup pour cette discussion et m'avoir donné ce temps de parole.